Meet the Big, c'est une série de pitch mêlés en première mi-temps et deuxième mi-temps de 15 grands comptes et de 25 startups. 3 minutes de pitch maximum. On est très heureux de vous accueillir pour cette édition 2024 de Meet the Big. Vous savez, c'est la rencontre des startups et des grands comptes. International people, it will be exclusively in French, but you will English professional. So welcome, you're welcome too. Meet the Big, c'est une série de pitch mêlés en première mi-temps et deuxième mi-temps de 15 grands comptes et de 25 startups. Ils seront tous rompus à l'exercice de 3 minutes de pitch maximum avec une seule slide. Et comme je dis toujours pour ce type d'événement, pour des beaux pitchs, il faut du sourire, et pour sourire, il faut applaudir. Donc je vais compter sur vous tout au long de cette série de pitchs. Afin d'introduire, alors je suis tellement excité que du coup j'en ai oublié mon Pavlov pour passer la slide suivante, mais je suis sûr que la régie ne va pas m'en vouloir si je sors du cadre. Donc pour les gens en live, désolé, hop, tour de magicien. On est bon, Tiffaine, on est sur la bonne presse? Bon, on va tester, hein. Juste avant d'introduire Meet the Big, je crois que c'est par là. Ça ne marche pas. Oh bah sinon, on peut le faire à l'oral et à la bouche, parce que j'en vois une et peut-être le deuxième qui n'est pas loin. On va faire une introduction avec la French Tech Toulouse et Monsieur Edouard Forzy, le président de la mêlée. Next. On est bon. Évidemment, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bienvenue, Salomé. Merci Mathias. Je te laisse la parole. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là parmi nous pour cette belle journée et cette ouverture du Meet the Big. Edouard, tu veux commencer ou j'y vais? Allez, très bien. Bon, c'est toujours un petit challenge de passer derrière Frédéric Mazella quand même. Voilà, donc je suis en forme. Donc moi, je suis Salomé Géraud, je suis la présidente de la French Tech Toulouse, donc qui succède à Sandrine Julien-Rouquier, que vous avez sûrement dû croiser par ici de nombreuses fois. Fred, il a sorti effectivement ce livre dont il parlait, Mission Blablacar, c'était il y a 2 ans, je crois, à peu près. Et il a dit quelque chose qui m'avait particulièrement marqué dans ce livre, édition Erol, du coup, que je vous encourage à aller acheter. À force de lire des histoires d'entrepreneurs à succès résumées en quelques paragraphes dans les journaux, on finit par croire que leur parcours a été simple et rapide, qu'ils ont trouvé un ascenseur ou un tapis volant et hop, ils ont réussi. La réalité que je connais de toutes les personnes qui réussissent dans leur domaine est totalement à l'opposé de ces histoires romancées. Je crois que c'est hyper important de le rappeler particulièrement dans une journée de pitch qui va être aussi dédiée en grande partie à l'entrepreneuriat, aux startups, que cette route, elle est longue, elle est sinueuse, elle demande beaucoup de travail et elle demande aussi beaucoup d'accompagnement. Alors aujourd'hui, si vous êtes présents, c'est que vous avez probablement choisi cette route, cet écosystème de l'innovation, que vous êtes probablement tombé amoureux d'un problème, que vous avez eu la créativité de proposer une solution, d'en parler, de le triturer, d'en rêver la nuit. Et à la French Tech Toulouse, comme à la mêlée, on est des acteurs qui sont là pour vous accompagner à toutes les étapes de cette aventure. C'est prendre part effectivement à cet écosystème, que ce soit pour se mettre en lien avec ceux qui sont passés par là avant vous, ceux qui peuvent vous aider concrètement à chaque étape. Aujourd'hui, parmi les programmes que nous déployons à la French Tech Toulouse, le programme Je choisis la French Tech, qui est piloté par la mission French Tech et développé dans les territoires, vise à renforcer l'utilisation des technologies que vous développez en tant que start-up par le secteur public, mais aussi par les grands groupes, avec pour objectif de doubler le montant de ces achats d'ici 2027. C'est pourquoi nous sommes particulièrement fiers de nous associer à cet événement incontournable à Toulouse qui est devenu la mêlée numérique et ce Business Startup Day avec le Meet the Big qui est une vraie opportunité d'accélérateur d'affaires entre les acteurs de l'innovation. Et il y a un très très beau casting aujourd'hui. J'ai vraiment hâte d'entendre tous ces beaux pitchs. Donc je vous souhaite de magnifiques échanges. Merci encore Edouard et toute son équipe ainsi que tous les partenaires de cette journée de contribuer à ce que des startups combien innovantes sur notre territoire continuent de faire rayonner l'Occitanie. Merci beaucoup. Merci beaucoup Salomé et bienvenue. Donc voilà, on est heureux de cette année avoir ce partenariat qui dure depuis les origines avec la French Tech Toulouse et avec les French Tech, puisqu'on aura les collègues d'Occitanie qui arriveront, ou peut-être qu'ils sont déjà arrivés. Et c'est aujourd'hui sous le signe de la nouveauté, puisque tu es la nouvelle présidente de la French Tech Toulouse, donc on peut encore l'applaudir. Bravo Salomé. Il y a aussi un nouveau directeur qui est Maxence Buscato, qui est ici, on peut l'applaudir. Et puis on a même une nouvelle ministre depuis hier ou avant-hier, qui est Clara Chapaz, que vous connaissez bien à la French Tech. Donc on peut l'applaudir en espérant qu'elle nous entende et que surtout le numérique sera mis
assez à bonne place, pas uniquement sur le volet recherche, éducation, qui est très important, mais sur un volet beaucoup plus large. Mais on compte sur elle, puisqu'elle connaît très bien tous ces sujets. Voilà, donc je vais faire rapidement, parce que le temps est compté. Vous voyez, on a une très très belle programmation. Il y a Frédéric qui n'a pas pu venir, mais qui a été quand même avec nous tout à l'heure. Et Michel Paulin, qui est juste là, qui est le patron d'OVH Cloud. Hein, quand on parle de licorne française, il n'y en a pas énormément, et ça en fait partie. Il sera là tout à l'heure. Il est là dans la salle, je crois qu'il va écouter un peu vos pitchs. Donc pas trop de pression, les amis, tout va bien se passer. Et vendez-vous bien et continuez à développer la dynamique de la région. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Salomé Géraud, président de French Tech Toulouse, et Édouard Forzy, président de la Mêlée. Je vais avoir besoin d'un petit coup de main de l'équipe pour virer cette énorme table, puisque Meet the Big, c'est une place de pitch. Donc je ne sais pas s'il y a des gros bras qui peuvent m'aider. Wow! Les bras du président, ça me fait plaisir. Alors, quelques consignes de sécurité avant de commencer la série de pitch. Déjà, les pitchers, ils sont où? Levez la main, s'il vous plaît. Oh, ils sont dans le fond, ils sont un petit peu timides. Je vais vous inviter à bien prendre connaissance de votre horaire de passage et à être prêt et à proximité de la scène juste avant votre horaire de passage. Je vais vous appeler, tour à tour. Il y a 2 entrées sur cette scène. Vous voyez, il y a des petites marches, on a fait ça bien, même si vous avez des talons. Donc n'hésitez pas à bien regarder. On sait qu'avec l'excitation et le stress, je ne voudrais pas que vous manquiez de marche et que vous ratiez votre entrée en pitch. Deuxième petite information, qui n'est pas une consigne de sécurité, enfin qui va vous mettre dans une posture de sécurité, c'est qu'on a un jury cette année, un petit jury des pitchs qui seront attribués à 15h, juste après la deuxième mi-temps. Et on a notre jury qui est juste là, donc c'est Alexandre Ferré, le fondateur d'Open Airlines, à qui je vais laisser le micro pour se présenter. Bonjour, moi j'aime il y a une quinzaine d'années, on fait des solutions logicielles pour aider les compagnies aériennes à réduire leurs émissions de CO2. Et l'an dernier, elles ont économisé 1 300 000 tonnes de CO2. Je pense qu'il y a des projets qui vont te plaire juste après. Donc Alexandre Ferré qui remettra le prix du meilleur projet Impact. Et on a Ennis Becker, chef de projet Innovation à Radio France. Bonjour, moi je pitch tout à l'heure aussi pour vous présenter un peu ce qu'on fait, donc je ne vais pas en dévoiler tout de suite. Oh d'accord, tu ne veux pas spoiler, divulgacher ta présentation. Alors ce que je vais vous proposer, c'est rentrer dans un tunnel en fait d'énergie pour vraiment soutenir et encourager les pitchers et les pitcheuses, parce que venir sur scène, être devant une foule massive, on bat encore des records d'affluence pour cette mêlée numérique, et ce jour spécifiquement c'est top, ça peut être un peu stressant. Plus il y a d'applaudissements, moins ça devient stressant, plus on sourit et meilleur on pitch. Donc je vais vous demander un tunnel d'applaudissements pour tous les pitchers big qu'il y a et tous les pitchers start-up, s'il vous plaît, du bruit! C'est pas assez fort encore, s'il vous plaît? Pas mal. Et on profite de ce tunnel pour accueillir notre premier pitcher, Paul Le Goas, le CEO de Virage H2, et vous pouvez continuer à applaudir. Bienvenue Paul. Bonjour à tous, tu me donnes le top. Eh ben écoute, c'est parti. J'aimerais aujourd'hui qu'on parle d'un chiffre, c'est 2 tonnes de CO2. Ça correspond à 2 choses. Premièrement, c'est le budget annuel par personne par an à respecter pour limiter le réchauffement climatique à 2 degrés d'ici 2050. Mais ce chiffre, il correspond aussi à un vol aller-retour Paris-New York par passager. Donc, vous l'aurez compris, si l'aviation veut continuer d'exister, elle doit se décarboner. Et c'est un peu pour ça que je suis ici aujourd'hui devant vous. C'est pour vous présenter et vous parler de Virage H2. C'est un projet que j'ai créé avec mon associé Joseph Risson. Et notre objectif, c'est justement de participer à la décarbonation de l'aérien. En fait, on est parti d'un concept, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 solutions pour décarboner l'aérien avec l'hydrogène. D'un côté, la pile à combustible. Donc on va faire réagir l'hydrogène et l'oxygène de l'air pour faire de l'électricité, de l'eau et de la chaleur. Cette technologie a un très bon rendement, mais le problème, c'est qu'elle est très lourde. Donc du coup, elle ne sera pas disponible pour des avions long courrier, moyen courrier, ce qui impacte le plus sur le climat. La deuxième solution, c'est les turbines, donc les réacteurs qu'on a actuellement sur les avions. Sauf que cette technologie, elle a un rendement qui est très faible. Donc du coup, il faut emporter beaucoup d'hydrogène à bord, donc peu de passagers. Donc ce n'est pas la solution la plus efficace non plus. Donc nous, notre idée, en fait, c'est de combiner ces 2 technologies pour avoir un compromis entre les 2. C'est-à-dire un moteur qui soit léger et efficace. Donc grâce à ça, on pourra transporter plus de passagers, consommer moins d'hydrogène, ce sera moins cher, plus efficace, et ça permettra, d'ici 2030, d'avoir, on l'espère, le premier avion hydrogène qui vole. Donc si je suis aussi ici aujourd'hui pour vous parler de ce projet, parce qu'on a besoin de vous, on a besoin de partenaires. Donc actuellement, on a déjà une première collaboration avec 3 laboratoires toulousains, le Laplace, l'IMFT et l'ISAI Supaéro. Mais c'est un projet colossal qui nécessite beaucoup d'aide. Donc on compte sur vous.
Et on est aussi en train de recruter. Alors, on n'a pas le plus beau baby-foot, mais je suis sûr que c'est un projet. Si ce projet vous touche, il faut venir nous en parler et on sera ravis d'en discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Paul de Goas, tirage H2. Merci beaucoup. Le prochain pitcher m'a fait rire avec une publication LinkedIn en disant au secours, je t'ai pitché juste après Frédéric Mazellan. Bah, guess what? Il y a une autre licorne juste après, c'est Michel Paulin. Et en plus, on a le vice-président des une licorne derrière. Et juste au milieu, Joël Thibet, le fondateur directeur général de Repair, s'il vous plaît. Merci Mathias, bonjour. Bonjour à tous. Alors, je suis Joël Thibet, le fondateur de Repair. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à lui, grâce à cet objet. Cet objet, c'est, comme vous pouvez le constater, c'est un jouet interactif que Papa Noël a offert à ma fille de 7 ans il y a 2 ans. Et Papa Noël n'a pas laissé le ticket de caisse, mais Papa Noël a laissé par contre un jouet qui n'a jamais fonctionné. Donc impossible de faire un SAV, impossible de le remplacer. Alors moi, j'ai pas lâché l'affaire, j'étais un papa responsable, j'ai décidé de le faire réparer. J'ai, comme tout le monde, pris mon ordinateur, mon téléphone, je suis allé sur Google, j'ai cherché des réparateurs, j'ai pris mon téléphone pour appeler. J'ai laissé pas moins d'une dizaine de messages et aujourd'hui, il n'a jamais été réparé. Pourquoi? Parce que j'ai galéré à le faire réparer et j'ai vite compris que je n'étais pas le seul à galérer à faire réparer des objets puisque c'est l'ADEME, l'Agence de transition écologique, qui le dit. 51% des Français trouvent que faire réparer un objet, c'est compliqué, trop stressant, trop long et parfois trop cher par rapport au neuf. Donc, j'ai lâché l'affaire. Mais j'ai compris aussi au contact des réparateurs que les réparateurs n'étaient pas digitalisés, qu'ils passaient selon on va dire, entre 1 heure et 2 heures par jour en clientèle, qu'ils n'étaient absolument pas fans d'administratif, donc il y avait une réelle phobie administrative, et qu'il y avait donc une très grosse déperdition de temps. J'étais conscient de l'urgence climatique, je l'ai dit, j'étais conscient qu'aujourd'hui, le 1er août, c'est une date, je pense que vous connaissez cette date pour certains, c'est le jour du dépassement pour la France. Donc c'est compliqué. J'étais conscient aussi que pour un tiers des Français, la réparation était la seule solution pour leurs objets, mais pour plus de 60% des Français n'envisageaient même pas la réparation au quotidien. Donc la mission de Repair est née, c'était tout simplement de simplifier la réparation des objets. Notre vision, elle est simple, c'est faire réparer les objets soit aussi simple que d'acheter du neuf. Et cette mission et cette vision, du coup, est assez haute, on va dire. Notre offre, elle est simple. C'est tout simplement une plateforme SaaS dédiée aux artisans réparateurs pour leur simplifier leur quotidien dans leurs relations clients, dans leur gestion. La phase de construction elle a été faite avec une co-construction avec 100 réparateurs en France, donc sur un groupe WhatsApp. On s'est échangé sur l'UX, sur les différentes fonctionnalités, bien, pas bien, pour garder ce leitmotiv de simplicité face à toutes les plateformes qui peuvent exister pour les TPE, pour les PME. On voulait vraiment quelque chose qui était dédié aux réparateurs et qui était ultra simple pour eux. Donc nos premiers réparateurs ont rejoint la plateforme aujourd'hui. On a des réparateurs d'ordinateurs, des réparateurs de téléphones mobiles. Et on est en route vers cet objectif qui est pour 2030 de faire réparer 15 millions d'objets par an dès 2030. Donc c'est tout à fait faisable si bien sûr nos réparateurs jouent le jeu, si on trouve les bons partenaires. Donc aujourd'hui, si je suis là, c'est pour vous présenter ce projet auquel je crois, pour vous présenter cette entreprise à mission, cette entreprise à impact. Je m'engage aussi en 2025 à engager les premières démarches pour la certification B Corp, parce que je crois que quand on veut faire changer les choses, on peut le faire aussi avec B Corp. Donc si vous souhaitez investir dans une entreprise à mission, si vous souhaitez nous aider, nous accompagner, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci beaucoup Joël. C'est pour moi le... Ah non, c'est le micro. Ah c'est vrai. Attends, on va le mettre là en souvenir. Je le redonne après, c'est promis. Comme ça donnera l'aspect worldwide. Non, putain. Meet the Big. Donc comme vous pouvez le voir les future pitchers, si vous me voyez bondir du côté cascadeur, c'est qu'on est à peu près à 3 minutes. Donc je compte sur vous pour respecter le timing. On passe dans Meet the Big de Startup à Big et je vous demande d'accueillir et d'applaudir Inès Becker, Innovation Project Leader à Radio France, s'il vous plaît. Bienvenue Inès. Bonjour, je suis Inès Becker, je suis chef de projet Innovation à Radio France. Ce matin, je voulais vous partager une petite anecdote. C'est que je bouge beaucoup, je suis un peu tout le temps sur les routes. Et la mêlée numérique, c'est la 16e étape déjà en 2024 de ce Tour de France de l'innovation en bleu. Alors qu'est-ce que c'est cette expression un peu énigmatique ? Ça montre que dans l'émission qu'on fait à l'ADAPI à Radio France, la direction de l'accélération et du partage de l'innovation, il y a autant le fait de vous rencontrer, vous, les innovateurs, innovatrices de demain, nos futurs potentiels partenaires,
et nos équipes qui sont partout présentes en France. En effet, il y a 44 stations de radio locales sur tout le territoire. Ici, à Toulouse, je vous invite à découvrir ou redécouvrir votre radio France Bleu Occitanie. Radio France, c'est une grande, grande maison. Il y a la Maison de la radio et de la musique à Paris, les France Bleu dont je venais de parler, et du coup, plein de sujets. C'est vraiment une mine pour expérimenter sur vraiment plein de choses. Parce qu'on nous voit souvent avec notre casquette de médias, et aussi notre casquette de médias de service public, c'est sûr. Mais en fait, on est preneur de toutes les idées. On veut accompagner nos équipes à innover dans tous les secteurs et demain, autour des métiers du quotidien d'un grand groupe, comme on est, les métiers de l'innovation, RH, de l'IA du quotidien, de la communication, du juridique, des achats et j'en passe. Donc notre enjeu, c'est de vous rencontrer les équipes et faire mixer toutes ces bonnes idées ensemble. C'est pourquoi dans notre trousse, notre mal à outils, il y a un programme dont je suis responsable qui s'appelle le programme Sandbox Radio France, qui nous permet d'expérimenter des choses. C'est un programme qui dure 3-4 mois où, ensemble, avec les innovateurs, les startups, les entreprises petites ou moyennes, les associations, le monde de la recherche et les équipes de Radio France, on va mettre tous ensemble les mains dans le cambouis. Pour vous, ça vous permet de récolter du feedback et du feedback d'experts de vos métiers, qui sont là depuis longtemps, qui connaissent le métier que vous voulez faire évoluer. C'est aussi de la visibilité via nos médias, selon les solutions, mais aussi via les communautés d'innovation dont on fait partie. Je pense notamment au French Tech, dont on a entendu tout à l'heure la présidente, la mêlée aussi, bien sûr, sur le territoire. Toutes ces communautés, ça nous permet aussi justement d'être toujours dans l'échange et de propulser les bonnes idées, d'amener l'innovation dans les mains de nos équipes. Ça, c'est vraiment un plus pour nous. Aujourd'hui, on a une vingtaine d'alumni sur le programme Sandbox. La prochaine étape pour nous, c'est d'ouvrir un nouveau programme d'open innovation centré autour de l'intelligence artificielle. Je suis présente à Meet the Big toute la journée. Je suis jury aussi pour remettre le meilleur pitch à 15h. Je serai là demain, donc n'hésitez pas pour discuter de vos projets, voir comment on pourrait imaginer ensemble un Sandbox Radio France. Merci beaucoup Isa, et merci de ta présence chaque année. Là, on commence à se connaître depuis un bon bout de temps, et ça fait plaisir. Alors la mêlée, vous savez, ça se déroule à Toulouse, mais le but c'est de ne pas avoir une mêlée qui soit uniquement toulousaine. Donc on cherche justement l'innovation qui vient de partout en Occitanie. Mais le risque, c'est que le prochain pitcher qui vient de Perpignan m'a annoncé un petit retard de train, donc je vais quand même l'appeler Anoupam. Est-ce que tu es là? Donc il sera là cet après-midi, on le retrouvera. Si vous voulez, on switch de pitch et on accueille et on applaudit la start-up Les Flâneuses, représentée par Yves Subaroc, s'il vous plaît. Yves, bienvenue à toi. Bonjour à tous. Alors les flâneuses, c'est quoi? Les flâneuses, c'est avant tout une réponse. Une réponse à la difficulté qu'ont les établissements, comme un musée ou un aéroport, d'accueillir, d'accompagner la mobilité de tous leurs visiteurs, toute une foule de visiteurs. En deuxième lieu, les flâneuses, c'est une offre de service au travers d'une gamme de véhicules. Vous en voyez 4 à l'écran différents. Il y a des flâneuses pour l'intérieur comme pour l'extérieur. Je reprends mon souffle. Il y a des flâneuses pour les galeries marchandes comme pour les parcs d'attractions. Il y a des flâneuses également pour les musées ou les aéroports. La valeur ajoutée de ces solutions, c'est leur design universel. C'est quelque chose qui est peu connu en France, qui vient essentiellement d'Europe du Nord et qu'on a cherché à inclure sur notre territoire. Donc le principe, c'est 4 fonctions pour tous, qui ne nécessitent pas d'adaptation pour accompagner les publics les plus fragiles. On va pouvoir s'asseoir, on va pouvoir porter des enfants, on va pouvoir transporter ses affaires et on va pouvoir s'appuyer dessus pour les plus fragiles. Aujourd'hui, les flâneuses, c'est une offre présente dans une centaine d'établissements. À l'échelle de toute la France, c'est 500 000 usagers qui nous renvoient des bénéfices. Améliorer, simplifier et générer un retour sur investissement à l'échelle de l'accompagnement de la mobilité. Demain, les flâneuses, ça sera toujours une marque sociale et environnementale issue de Toulouse, mais ça sera également un service de produits mis à disposition de manière autonome, un peu à la manière des Vélib, toujours pour les musées comme pour les aéroports. Alors si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'on est en recherche pour construire ce demain de partenaires, d'investisseurs et de talents comme vous. En haut à droite, oui, vous allez voir mon numéro, je vous invite à prendre en photo la slide, vous avez mes coordonnées, appelez-moi. Merci. Merci à toi Yves.
tu viens de répondre à la question que je me posais en voyant ta slide. Je me disais, mais c'est quoi ce numéro? Ça va être un quiz, les numéros du loto? Non, non, pas du tout. C'est ton 06, quoi. On s'appelle. Prochain pitcher, prochaine pitcheuse, puisqu'on passe de start-up à big, je vous demande d'accueillir et d'applaudir Pauline Bunand, responsable commerciale d'Harmonie Mutuelle, s'il vous plaît. Bienvenue Pauline, je mets ta carte de visite en grand. J'ai un petit peu changé de couleur entre-temps, mais bon, c'est toujours moi. Je suis instable capillairement parlant. Bonjour à tous, alors moi je suis ici pour vous parler d'un sujet qui nous concerne à tous. Bien sûr, je vais vous parler de la santé. Alors je pourrais vous dire que Harmonie Mutuelle, nous sommes la première mutuelle santé de France parce qu'on couvre plus de 4,5 millions d'adhérents. Bon, ça bien sûr, vous le savez déjà, j'imagine. Je pourrais vous dire qu'Harmonie Mutuelle, nous sommes la première mutuelle santé de France parce qu'on couvre plus de 88 000 entreprises en France. Bien évidemment, ça aussi, vous le savez. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Harmonie Mutuelle, nous sommes devenus en 2021 une entreprise mutualiste en mission. Qu'est-ce que c'est? Alors, être une entreprise mutualiste en mission, j'ai vu qu'il y avait Ripper aussi, comme nous, c'est avoir une raison d'être. Et la nôtre, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques qui améliorent la santé des personnes et celle de la société en mobilisant les forces du collectif. Bon, ok, quand on a dit ça, concrètement, ça veut dire quoi au quotidien? C'est là où on intervient. Harmonie Mutuelle, nous sommes votre partenaire stratégique dans vos entreprises. Comment une mutuelle peut être votre partenaire? Tout simplement parce qu'une entreprise en bonne santé, c'est une entreprise qui réussit. Comment on s'y prend? Ben, tout simplement, nous, vous l'aurez compris, chez Harmonie Mutuelle, on ne veut pas être simplement une mutuelle qui rembourse des soins, consultation généraliste ou pharmacie. Non, nous, on vous propose une solution innovante et performante. Donc la base, le socle commun, c'est la complémentaire santé, bien sûr, qui s'adapte aux besoins de vos collaborateurs, de vous, dirigeants, chefs d'entreprise, à vos besoins personnalisés. Ensuite, il y a la prévention, parce qu'on connaît tous le dicton « mieux vaut prévenir que guérir ». Alors, on met en place des solutions de prévention, des ateliers coaching, des nutritions, sommeil, pour prévenir des risques. Parce que santé et bien-être au travail, ben oui, ça marche ensemble. Et puis, bien sûr, après, il y a le gros risque en cas d'aléa de la vie. Maintenir son rythme de vie, contribuer à son salarié, à lui garantir, en cas d'arrêt de travail, de maintenir son rythme. Là aussi, on intervient. Bon, en plus, quand on est chef d'entreprise, aujourd'hui, ce qu'on veut surtout, c'est fidéliser ses salariés. Parce que c'est tellement difficile le recrutement que lorsqu'on a des bons éléments, on veut les fidéliser. Mais là aussi, on intervient pour l'épargne salariale, retraite, l'intéressement. Bon, pour faire bref, vous aurez compris, nous sommes là pour rendre vos obligations légales comme des leviers de performance dans vos entreprises. Et puis surtout, retenez une chose, que d'investir dans votre santé et dans celle de vos salariés, c'est investir dans votre entreprise. Merci. Merci à toi, Pauline. Non seulement pour ton pitch, mais aussi pour l'introduction du créneau dans Meet the Big qui est un peu plus e-santé. On va être un petit peu plus deep e-santé là-dedans et on va accueillir et applaudir du volet startup Stéphane Mermoz, le CEO et Research Scientist de Globeo. Bah, sous vos applaudissements évidemment. Et désolé pour les pixels du logo. Ah là là, je m'en veux, je m'en veux. Allez, on change vite ça. Bonjour, je m'appelle Stéphane Mermoz. Je suis gérant et fondateur de la société Globeo que j'ai créée à Toulouse en 2018. Ouais, ça marche. Alors nous, on est situé dans les locaux d'un laboratoire de recherche qui s'appelle le CESBio, le Centre d'études spatiales de la biosphère, qui est un laboratoire qui dépend du Centre spatial français, le CNES et d'autres. Et nous, on est spécialisé dans la surveillance, l'observation de la Terre par satellite. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, depuis quelques années, on a énormément d'images satellites, une avalanche d'images satellites qui sont gratuites, qui sont en fait payées par nos impôts, et qui nous permettent de surveiller la Terre partout, à des résolutions spatiales très fines, des pixels de 10 mètres, et chaque semaine. Donc en gros, on voit plein de choses et le business se développe. Nous, on est particulièrement spécialisé dans le suivi de la végétation tropicale. Alors pourquoi tropicale ? Parce qu'on utilise une technologie de satellite qui est du satellite radar. Donc le radar voit à travers les nuages. On peut utiliser des images qui sont acquises de jour comme de nuit. Donc voilà, nous, on s'en fiche un peu des conditions météorologiques. On travaille surtout sur les tropiques. On est spécialisé dans la détection de la déforestation et la dégradation des forêts. Voilà, métier passionnant mais ultra déprimant. On travaille aussi sur la cartographie de la biomasse forestière. Donc la biomasse, c'est un peu le poids d'une forêt par unité de surface. Et c'est directement corrélé au carbone stocké dans les forêts. Donc en gros, avec la biomasse plus la déforestation, on peut estimer le carbone émis. Donc ça sert par exemple pour le business du marché du carbone.
On développe aussi des méthodes de suivi des rizières, du méthane qui est émis par les rizières dans les tropiques. On suit les inondations. Je vous ai mis une carte sur la droite, un exemple d'inondation en rouge en Thaïlande. Et on donne aussi des formations sur l'utilisation des satellites radars un peu partout dans le monde. Voilà, je vous ai mis un exemple en bas à gauche de ce qu'on fait. Donc on crée des algorithmes qui, chaque jour, automatiquement, vont chercher sur un pays donné les images satellites acquises dans les dernières 24 heures, va traiter les images automatiquement, va détecter la déforestation, mettre à jour nos cartes. Et nos cartes, elles sont distribuées à tous sur le site tropisco.org. Et les pays, les gouvernements, les agences spatiales les utilisent pour différents sujets. Par exemple, on travaille beaucoup avec les Brésiliens qui, eux, envoient carrément les militaires sur place pour essayer de juguler la déforestation illégale. Et voilà, c'est à peu près tout. Je vous remercie beaucoup. Et c'est déjà très très bien. Merci beaucoup Stéphane. Alors n'oublie pas par ici, sinon là c'est la sortie cascadeur, il faut mieux éviter. Alors, Meet the Big, peut-être le créneau pour lequel vous venez, vous découvrez la mêlée numérique, c'est dans la mêlée numérique. Et c'est absolument toute la semaine et encore lundi d'après. Donc je vous invite toutes et tous à regarder le programme et aller à différents modules. On n'a pas que cette grande salle, on a 4 salles sur lesquelles il y a une programmation de ouf. Alors je dis ça parce que le prochain pitcher, je l'ai vu hier dès 10h du matin et on commençait à prendre du café, faire du réseau. C'est tout le propre de la mêlée numérique. Merci d'accueillir et d'applaudir Hugues de la Bardoni, le gérant de l'IMEC, s'il vous plaît. Bienvenue Hugues. Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler d'une technique qu'on a développée qui s'appelle l'imagerie macroscopique à effet couronne. C'est une technique qui permet d'arracher quelques électrons sur le bout des doigts et de ça, de faire du diagnostic. Quand on a ces rayonnements au bout des doigts, on est un peu comme l'astrophysicien quand il veut savoir ce qui se passe à l'intérieur du Soleil. Il regarde la couronne. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde la couronne. Et à partir de là, on est capable d'en déduire un certain nombre d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur du corps humain. Donc ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Et on est dans ce domaine quantique parce qu'en fait, on travaille sur des électrons et des photons. Donc aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? On en est qu'on est capable de diagnostiquer la maladie de Lyme avec plus de 90% de réussite par cette technologie. Mais on a aussi regardé si on était capable de savoir si les gens avaient pris du café. Et on sait, à plus de 80%, si quelqu'un a pris du café dans le quart d'heure ou la demi-heure avant. Mais on peut aussi, à partir de ce rayonnement, savoir le sexe des gens. On peut aussi, par l'apprentissage, savoir l'âge des gens. Enfin, voilà. Donc il y a énormément de possibilités. Et donc l'idée de cette technique, c'est de faire un système de diagnostic rapide et non invasif. Alors, quelles sont les applications ? En gros, dans un pays comme la France, on a tout un tas d'outils, mais il y a beaucoup de pays en développement qui n'ont pas le matériel de diagnostic. Et donc, cette technologie-là, qui est rapide, non invasive et peu chère, peut permettre d'aider un certain nombre de gens à faire du diagnostic à un prix raisonnable, quoi. Donc là où on en est aujourd'hui, c'est un travail de long terme, puisque nous, on a rajouté une couche d'intelligence artificielle sur cette technique, mais avant, il y avait des gens qui avaient développé le matériel, et encore avant, il y avait des gens qui avaient inventé la technique. Donc aujourd'hui, on recherche des partenaires qui sont capables de nous aider à passer à un stade industriel. On a du matériel qui fonctionne, on a une technologie qui fonctionne, et aujourd'hui, il faut passer à la fabrication, à l'industrialisation de ce genre de technique qui fonctionne plutôt bien et qui apporte une information complémentaire à ce que peuvent apporter les outils classiques de médecine. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager avec vous. Alors, une chose intéressante, c'est que, par exemple, cette technique permet de voir le burn-out, donc des choses qui ne se mesurent pas, enfin, je veux dire, par biologie, mais qui peuvent se mesurer par cette technique de rayonnement. Donc, il y a tout un tas de progrès potentiels, en particulier sur l'aspect psychologique, qui peut se voir avec une technique en développement. Je vous remercie pour votre écoute. Bonne journée. Merci beaucoup Hugues. Une société où on ne va pas risquer le burn-out, c'est le prochain pitcher, qui est big pour le coup, puisque c'est Pierre Fabre. Et je vous demande d'accueillir et d'applaudir Géraud Menu, le responsable innovation digitale du groupe, s'il vous plaît. Bienvenue Géraud. Eh bien bonjour à tous, enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Donc je m'appelle Géraud Menu, je suis en charge des innovations digitales pour les laboratoires Pierre Fabre et de tout ce qui va être relations start-up pour le labo. On va parler d'innovation et plus particulièrement d'innovation digitale, mais le groupe innove depuis des années au travers de la recherche de nouveaux traitements, de nouvelles molécules et bien évidemment pour apporter des nouveaux soins
auprès des consommateurs. Mais innover aussi pour nous, c'est comment utiliser les technologies, les nouveaux usages pour être au plus près des patients et apporter un soin de support tout au long en fait, d'un parcours de soins. Je vous ai mis ici un certain nombre d'exemples de partenariats, puisqu'il faut savoir à chaque fois que l'ensemble des innovations qu'on propose sont co-développées avec des acteurs innovants du marché. Et entre autres, le groupe fait pleinement partie de cette dynamique, puisqu'on s'est engagé au travers du label Je choisis la French Tech à valoriser en fait, nos partenariats au niveau du territoire français. À titre d'exemple, on travaille par exemple avec Perfect Corp ou les Guiltels, où on va typiquement travailler sur tout ce qui va être analyse de la peau, pour, à partir d'un simple selfie, arriver à comprendre les pathologies de peau et donc derrière faire un lien avec nos produits et du coup être en capacité d'apporter des soins et des produits les plus adaptés à chaque pathologie de peau. Mais c'est aussi apporter des soins de support au travers par exemple de la télésuivi avec une plateforme telle que Taviskin qui permet d'accompagner les patients qui sont atteints de mélanome et du coup de mieux traiter l'observance à leur traitement, de les accompagner avec tout un tas de didacticiels et de préparer les rendez-vous avec les oncologues. C'est aussi travailler sur notre efficience dans les phases cliniques. Par exemple, on a travaillé et on travaille toujours avec la start-up Clinéo qui permet en fait de travailler sur du match entre nous, promoteurs d'essais cliniques, et les patients qui sont atteints en phase de traitement et du coup de faire le lien plus rapide sur ces phases assez critique pour nous et crucial. Ou enfin, c'est par exemple avec la start-up Rofim, où on travaille sur des technologies de télémédecine directement auprès des professionnels de santé. Et là, particulièrement, c'est au niveau des pharmacies, être en capacité de leur proposer une expertise en dermatologie pour n'importe qui se présente au niveau de l'officine. Vous voyez, je me suis arrêté aujourd'hui en 2023, puisque l'idée, c'est vraiment de travailler avec vous, innovateurs, sur des innovations et du coup d'envisager demain des nouveaux soins et des nouveaux apports pour les patients et les consommateurs. Donc à votre disposition pour travailler désormais sur des nouveaux projets. Merci beaucoup Jérôme, on peut l'applaudir. Restons dans la slice e-santé et je dois récupérer ce micro, je ne vais pas le laisser traîner par terre quand même. Désolé la régie. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir la société Cozy Trials, représentée par Paul Andrieux, son CEO et cofondateur, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Il est flou aussi le logo. Désolé. Mais là c'est peut-être moi. Donc vous avez tous entendu parler de la recherche clinique, puisqu'on vient de voir le laboratoire Pierre Fabre. Et pourtant, la recherche clinique, même si c'est quelque chose que tout le monde connaît, personne ne veut y participer. La recherche clinique, c'est un petit peu comme recevoir un SMS pour faire un déménagement. On sait que c'est essentiel, mais au fond, on a sûrement déjà une excuse pour ne pas y aller le jour J. Donc la recherche clinique, c'est quelque chose d'essentiel, puisque c'est ce qui nous permet de trouver des nouveaux médicaments, de trouver des vaccins, des cosmétiques, des thérapeutiques innovantes. Et le problème avec la recherche clinique, donc, c'est ces problématiques de recrutement. On ne trouve personne pour participer aux recherches. En France, chaque année, c'est plus de 86% des recherches qui sont retardées de plusieurs mois, voire de plus d'une année, uniquement à cause de ces problèmes de participants dans les recherches. Alors, avec Cozy Trials, on s'attache du coup à résoudre ce problème de participation, parce qu'il a un impact direct déjà sur la population, donc sur nous, puisqu'on a accès donc à des thérapeutiques innovantes de manière retardée par rapport à ce qu'on pourrait faire avec un système de recherche plus efficace. Et il a également un problème pour les promoteurs de recherche, c'est que c'est eux qui doivent supporter le coût financier des délais de R&D qui augmentent. Donc, pourquoi est-ce que la population ne veut pas participer aux recherches cliniques? Alors, c'est une problématique à laquelle je me suis intéressé depuis quelques années. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai commencé à bosser dessus, c'est la mauvaise image qu'a la recherche clinique auprès de la population. Donc, ce sentiment d'insécurité qu'on peut avoir quand on voudrait être volontaire dans une recherche clinique. Ce frein-là, il existe, mais en réalité, c'est le troisième. Le second frein, c'est tout simplement le manque de communication sur les recherches actuelles, les recherches qui ont lieu en France. Il y en a 4000 qui sont lancées chaque année. Je suis persuadé qu'il y en a moins de 10 qui sont connus parmi la centaine de personnes qui sont dans la salle. Et le premier frein, en réalité le plus important, c'est un frein organisationnel et il est tout simplement lié au déplacement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est participant dans une recherche, on doit faire des visites au sein d'un centre de recherche. Donc il faut se déplacer de son domicile jusqu'à son centre. Et il faut faire ces visites de manière régulière, donc soit toutes les semaines, soit tous les mois, et ce pendant toute la durée du protocole, donc 6 mois, 12 mois, 18 mois, voire plus. Et 70% des Français habitent à plus de 2 heures de route du centre le plus proche. C'est même pas le centre dans lequel a lieu la recherche, c'est le centre le plus proche. Donc forcément, quand on leur explique qu'ils vont devoir faire de la bagnole pour
de manière régulière pour participer à une recherche, ça les freine encore plus à y aller. Avec Cozy Trials, on s'attaque directement à ce problème des déplacements en permettant l'organisation et la réalisation de recherches au domicile des participants. Donc, nous le faisons principalement à travers un service qui a un logiciel métier à destination des promoteurs, des médecins, mais également des participants et de leurs aidants. Et le but de ce logiciel métier est de permettre la mise en place et la coordination d'une recherche à domicile, tout en collectant en temps réel des données de vie réelle. Nous sommes la première start-up en France à proposer une solution globale à ce niveau-là. Je parle de solution globale parce que nous accompagnons nos clients du tout début de la recherche, en fait, donc de la soumission du protocole aux autorités compétentes, là où la recherche va naître, va débuter, jusqu'à son archivage qui va arriver des années après, et on va conserver les données et s'assurer de l'archivage avec les clients. Donc la recherche clinique à domicile, c'est une opportunité de redéfinir le paysage de la santé, en la rendant beaucoup plus efficace, tout en permettant aux patients d'être acteurs au sein de ce système. Et nous cherchons aujourd'hui donc les bons partenaires pour partager cette vision avec nous et faire un bout de chemin. Merci. Merci beaucoup Paul, et merci de ton pitch. J'aime bien parce que quand j'apparais sur le côté, les pitchers qui savent « Ok, on est hors délai », ils ne me regardent pas. On les voit comme ça, non, c'est bon, voilà. Mais bien évidemment, pour toutes celles et ceux qui vont pitcher après, je vous coupe jamais au milieu d'une phrase, mais bon, tenons le tempo, histoire de finir à l'heure et de laisser la place à la keynote de Michel Paulin juste après. Le prochain pitcher, je suis très heureux de l'accueillir. La première fois, on s'est rencontrés à Montpellier et j'adore son sourire, j'adore son projet. Merci d'accueillir et d'applaudir Karim, le CEO de Sobri, s'il vous plaît. Bienvenue Karim. Bonjour à toutes et à tous. Donc Karim Anar, je suis fondateur de Sobri, qui est une solution numérique responsable. Juste un chiffre à se rappeler, c'est que le numérique en France, ça représente 10% de la consommation électrique française. Donc voilà. Et donc Sobri, c'est une jeune startup montpelliéraine qui propose une solution qui consiste à mesurer et réduire la consommation électrique et l'empreinte carbone des parcs PC dans les organisations et rallonger la durabilité de ces environnements de travail. Donc pour ce faire, en fait, on a une promesse. Donc c'est de réduire de moins de 30% la consommation électrique, moins 50% les émissions carbone et de rallonger la durée de vie de 2 ans. Et pour cela, en fait, on a développé une innovation technologique qui a 3 niveaux. Le premier, il va s'appuyer sur un adage qu'on utilise beaucoup dans le monde de la RSE. On ne peut améliorer que ce que l'on sait mesurer. Donc ce que l'on a créé, c'est un wattmètre logiciel qui va remonter des données froides, données chaudes, données externes, du poste de travail, et les agréger, les consolider, et les restituer sous forme de KPI, d'indicateurs de performance, sur l'usage du numérique au télétravail, etc. Donc voilà. En fait, le principe de base, c'est que sur un même PC, vous faites 8 heures d'Excel, 8 heures de Netflix ou 8 heures de modélisation 3D. En fait, votre consommation et les émissions carbone à l'usage ne sont pas les mêmes. Donc voilà. Donc une fois qu'on a remonté ces data, il ne suffit pas de les remonter. L'enjeu, c'est d'améliorer et de réduire les émissions carbone du numérique. Et donc dans ce cadre-là, en fait, on met en place une gestion politique dynamique de la consommation et de l'impact sur les postes de travail. Et on est en train de développer une IA adaptative qui va adapter la consommation du PC en fonction de l'usage sans impacter la productivité. Et le troisième élément que l'on a développé, c'est une solution de maintenance prédictive. Et on a commencé par la batterie. Pourquoi? Parce que du fait du Covid, du développement du télétravail, en fait, il y a eu beaucoup d'adoption de PC portables. Et le premier composant qui crache, c'est la batterie. Et donc, on met en place une solution de maintenance prédictive qui, en fait, alerte sur les défaillances de ces PC et les défaillances de ces composants. Donc voilà, c'est une solution qui est proposée à l'heure actuelle à 12 € par PC par an, qui est en partie autofinancée. Et nous sommes actuellement en déploiement à la métropole de Montpellier. On espère trouver des clients et des partenaires au sein de Toulouse. Et l'enjeu, bien évidemment, de Sobri, c'est de devenir la solution de sobriété numérique profitable. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup Karim. 2 minutes. Parfait, timing parfait. À la conquête de Toulouse, ça me fait plaisir. Donc l'Est et l'Ouest sont représentés. Et là, on revient, je crois, sur l'Ouest en accueillant Thibaut Cabry, le chef d'agence gestion des actifs numériques d'Enedis. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bienvenue Thibaut. Et sans slide, hein, c'est ça? Sans slide. Chez nous, on est plutôt habitué à des présentations de 40 minutes. 3 minutes, c'est un peu short. Donc je me suis dit que déjà, j'allais éviter les slides, ça allait être un peu plus digeste. Je ne sais même pas si je vais pitcher finalement, parce que Karim répond à pas mal de mes besoins aujourd'hui. Mais je vais quand même le faire pour l'exercice. Thibaut Cabry, je travaille pour Enedis, qui développe et maintient le réseau électrique basse et moyenne tension en France. Vous en avez peut-être parlé côté innovation avec les smart grids, mais aujourd'hui, je vous parlerai plutôt de numérique responsable. Numérique responsable autour de la durabilité du matériel.
Avec mon équipe, on gère le parc de matériel d'Enedis. C'est 50 000 PC, 40 000 smartphones, des milliers de switches, bornes Wi-Fi, etc. Et qui a tendance à se développer de plus en plus chaque année. Le terme connecté se rajoute à peu près à tous les produits du quotidien. On a engagé de grandes actions depuis 4 ans. On était un peu en avance sur la vague RSE, un peu par hasard, puis ça nous plaisait. Et cet été, on a été reconnu avec le label numérique responsable niveau 2. En complément de ça, nous sommes entreprise à mission depuis l'année dernière et depuis, toutes les portes de Codir, Comex et autres s'ouvrent à toutes les initiatives autour de la RSE. Je pensais qu'aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est plutôt que de vous parler d'Enedis et de ce qu'on fait, un exemple dont on est le plus fier aujourd'hui, de partenariat avec l'écosystème d'Occitanie. Alors, pas une entreprise toulousaine, mais Columérine. Alors, c'est pas très loin, mais c'est pas à Toulouse. Avec Envoi, Insertion et Handicap. En 2020, nous avons fait le choix sur les PC de ne plus les louer, mais de les acheter. Voilà. Initialement dicté par des règles d'investissement. Et on s'est retrouvé au bout de 6 mois avec des PC qui avaient des pannes et pas de solution pour les réparer. Avec mon équipe, ça nous a fait un peu mal au cœur de se dire qu'on allait jeter à la poubelle pour une touche de cassé. Et par le bouche à oreille, et notamment la mêlée en 2021, donc merci à la mêlée numérique à l'époque, on a rencontré Envoi et on a fait une première expérimentation en 2021 sur 80 ordinateurs pour les réparer sans utiliser de pièces de rechange. Voilà. 3 ans après, en 2024, on répare 200 PC par mois avec Envoi, pour tout Enedis, pour la France entière, sur leur site de Colomiers, à 90% sans utiliser de pièces de rechange. Effet bonus qu'on n'avait pas anticipé, ils ont des connaissances en électronique et ils nous ont dit mais c'est bizarre parce qu'en fait il y a des pannes qui sont assez récurrentes sur certains modèles et on a pu identifier grâce à leur aide 3 pannes génériques sur des modèles d'ordinateurs qui nous ont permis de nous retourner contre les constructeurs, qui nous ont autorisé des extensions de garantie gratuites, des pièces de rechange gratuites et plein d'autres choses comme ça et qui les a fortement responsabilisés sur la qualité du matériel qu'ils vendent. Donc on voit que cette initiative-là nous a aidé à bien progresser sur le numérique responsable. Aujourd'hui, on est ouvert à toutes les possibilités que vous pouvez nous offrir. Je pense qu'on a une chance aujourd'hui avec mon équipe, c'est qu'on est basé à Toulouse. Quand je vois toutes les pépites qu'il y a aujourd'hui et qui se présentent, c'est une vraie chance pour nous avancer sur la durabilité. On est ouvert à tout type de solutions du moment qu'elles soient guidées par le bon sens, que ce soit de l'IA, de la low-tech ou plein d'autres choses. On est preneur. On aime travailler avec tous les types de structures, même si on a un petit faible pour les entreprises adaptées et d'insertion. Mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, on est ouvert et j'espère croiser plein de gens porteurs d'idées qui nous aideront à avancer sur le combat de la durabilité. Merci à vous. Et merci à toi Thibaut, impeccable. J'aime bien quand les opportunités d'affaires se font en direct sur scène, donc je vais demander au prochain mic de venir avec un contrat de partenariat directement pour son pitch. Je compte sur vous, je sais pas qui c'est. Par contre, je sais qui est le prochain pitcher, c'est Lucas de la société ESSP Solutions que je vous demande d'accueillir et d'applaudir. Il est où Lucas? Il est là. Bienvenue Lucas. Bonjour à tous et à toutes. La transition écologique, qu'est-ce que c'est en fait? Concrètement, ça se traduit par quoi pour une entreprise? C'est quoi les défis? Comment ça peut devenir une opportunité et pas simplement une contrainte subie? Comment je la finance? Quelles compétences je dois pérenniser, développer dans mon entreprise pour que ça puisse se mettre en œuvre efficacement en limitant les coûts et en maximisant les bénéfices environnementaux, sociaux et économiques? C'est pour ça que j'ai créé ESSP Solutions il y a 6 ans avec cette volonté de penser, trouver des trajectoires qui amènent les entreprises dans cette direction et les aident à relever ce défi. Mais ce défi, c'est aussi, au vu de 200 entreprises avec qui nous avons travaillé depuis ces 6 ans, il y a un besoin fondamental qui a germé. C'est comment j'arrive à mesurer, optimiser et piloter ce sujet, mais de manière systémique et que les thématiques ne soient pas approchées seulement en tant que silo. C'est pour ça qu'on a développé EcoShift. EcoShift, c'est une solution SaaS qui a pour vision d'avoir cette approche holistique de la transition écologique en approchant à la fois sur une même plateforme la performance énergétique de ses infrastructures, la décarbonation de sa chaîne de valeur, l'éco-conception de ses produits et de ses services, identifier des synergies potentielles d'économie circulaire avec d'autres acteurs du territoire, tout en recherchant les subventions et dispositifs financiers qui peuvent me permettre de concrétiser cette démarche. On a la chance d'être soutenu par BPI France et le ministère de l'économie, d'avoir été intégré au programme France 2030. Aujourd'hui, on est déployé dans pas mal d'entreprises, PME, ETI, sans avoir communiqué sur la plateforme. En fait, on est en développement permanent depuis 6 ans pour répondre au mieux aux besoins de nos clients. Et aujourd'hui, on s'ouvre justement sur le marché. Et c'est l'occasion de ce pitch, notamment, de pouvoir en parler. Et pour illustrer un petit peu l'écosystème qu'il va y avoir autour de cet outil. Mais j'aurai plaisir à vous en parler et à partager les volontés d'action, comme nombreux ici, sur la transition écologique. Merci à vous. Et merci beaucoup à toi, Lucas. Prochain pitcher ou prochaine pitcheuse, quel sera le suspense est trop intense. Je demande d'accueillir Caroline Lapellerie, conseil stratégique et partenariat de Floodframe, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous.
Donc Caroline Appellery, je suis partie prenante et investisseur de l'entreprise Floodframe. Donc je vais vous parler. Donc face au changement climatique, on a tous remarqué l'amplification des risques naturels majeurs, les inondations, les feux de forêt, les sécheresses. Les coûts explosent, c'est une estimation d'ici 2050 à plus 110% le coût des risques. Autant dire qu'à plus 4 degrés, notre monde d'aujourd'hui n'est plus assurable. Au premier rang des risques, les inondations. Les inondations, c'est un coût abyssal, 25 milliards qui ont été estimés sur les 4 dernières décennies. Ce sont 19 millions d'habitants en France qui sont à proximité ou en zone inondable, 75 millions d'habitants en Europe et un peu plus de 2 milliards au niveau mondial. Donc le risque, le coût, mais également la détresse, évidemment, des gens qui sont touchés par des inondations et qui ont perdu le résultat d'une vie, des souvenirs, des photos. Donc la solution, eh bien les solutions sont compliquées, peu sont suffisantes, ni complètement étanches. Alors on lutte avec des sables, des sacs de sable, des bâtards d'eau qui bouchent les portes. Et donc Floodframe a développé une solution innovante que l'on appelle le airbag contre les inondations, qui est une solution avec un brevet au niveau mondial, qui en fait se déploie autour de la maison dans un petit caniveau avec une membrane étanche, un petit flotteur, et en fait qui se déclenche automatiquement à l'arrivée et à la montée des eaux. Cette solution innovante, en fait, elle a 3 avantages différenciants. Le premier, c'est que c'est une solution intégrale qui protège intégralement la maison aussi longtemps que dure l'inondation, parce qu'effectivement, il faut aussi que la maison résiste à la durée de l'inondation. Deuxième, c'est que c'est une solution autonome, c'est une solution low-tech qui se déclenche automatiquement sans électricité, que vous soyez dans la maison, que vous dormiez, qu'il n'y ait pas eu d'alerte météo, elle se déclenche automatiquement. Et la troisième, c'est que cette solution est réutilisable autant que de besoin et autant que nécessaire. Donc c'est pour nous la solution robuste de demain, la solution qui permettra de réagir vite pour adapter nos habitats face à l'urgence climatique. Notre entreprise est en pleine croissance, malheureusement dans le contexte actuel. Nous sommes une société-entreprise labellisée par l'État, Green Tech. Nous sommes hébergés à la Cantine à Toulouse. Et nous avons un centre de test inauguré depuis cette année qui nous a donné une visibilité nationale, un centre de test à Baziège, avec le soutien financier de la région Occitanie, je souligne, et de différents partenaires dont le groupe Alliance. Voilà, donc notre aventure s'accélère. N'hésitez pas. Si vous êtes intéressés, si vous aimez les bottes en caoutchouc, venez nous rejoindre, être partie prenante, mais également investisseurs. Nous entamons un calendrier à partir d'aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup, Caroline. Je te laisse sortir par la sortie, la safe zone. Caroline qui m'a dit que je ressemblais à un Montpellierin tout à l'heure. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Je ne sais pas. Les cheveux poivre et sel, les embruns, je ne sais pas. En tout cas, je le prends pour un compliment. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir monsieur le directeur d'agence, Sébastien Hubert, de SCC, s'il vous plaît. Bienvenue, Sébastien. Merci. Vous êtes Montpellierin ? Non, j'ai pas les cheveux poivre et sel, a priori. Vous avez de la chance. Je sais pas, merci. Écoutez, pendant ces 3 minutes, on va essayer ensemble de faire une petite translation par rapport au thème principal de cette journée, c'est-à-dire Meet the Big. Et la translation que je vous propose de faire, c'est pas Meet the Big, mais Meet the one between you and the bigs, avec un S. C'est-à-dire, globalement, venez rencontrer celui qui peut-être va pouvoir vous ouvrir les portes de la commande, privée comme publique. Et celui-ci, j'espère, ce sera SCC. Alors, je m'appelle Sébastien Hubert, vous l'avez vu, je suis directeur de la région Sud-Ouest. Normalement, j'avais un autre slide, mais il est là. Voilà, donc avec plein d'informations que je vous laisserai découvrir, simplement pour vous donner une position générale sur SCC. SCC, on est 3000 personnes en France, 3000 collaborateurs, on est présent dans 14 agences, donc on couvre l'ensemble du territoire national, et on est ce qu'on appelle une entreprise de services numériques. C'est-à-dire qu'en gros, on va aller apporter des services, des solutions à nos grands clients, que ce soit des clients du secteur privé ou du secteur public. 3 grands domaines d'activité, la fourniture et l'intégration de solutions d'infrastructure IT, ensuite les prestations de services associées à ces solutions que l'on aura déployées chez nos clients, le maintien en condition opérationnelle, l'administration, la supervision, et puis une dernière activité que l'on porte au travers de notre filiale qui s'appelle Rigby Capital, qui est la location évolutive de l'ensemble de ces équipements. Je vous le disais, 3000 collaborateurs, c'est 250 commerciaux partout en France, et surtout notre capital, notre asset le plus fort, c'est plus de 6000 clients. Et nos clients, donc, ce sont des grandes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire, ce sont des collectivités locales et territoriales, voire des ministères. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est simplement de vous aider à aller accéder à ces grandes commandes
parce qu'on a cette chance d'avoir des grands référencements. On sait la complexité que ça peut représenter pour les startups de pouvoir aller accéder à des grands industriels, à des collectivités. Et aujourd'hui, au travers de nos références directes ou alors au travers des centrales d'achat pour le secteur public, tout à l'heure, je crois qu'il y a un pitcher qui va venir qui va représenter l'UGAP. En fait, nos référencements vous permettent d'aller accéder à la commande publique ou à la commande privée. Donc, en simple conclusion, pour tenir les 3 minutes, on a un stand qui est juste à l'extérieur. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. On ne vous promet pas de miracle, du pragmatisme. Et puis ensuite, si on peut se rendre service, faire du business ensemble, eh bien, on sera tous très contents. Je vous remercie. Merci beaucoup Sébastien. Merci pour ce pitch clair, efficace. Qu'est-ce qu'il y avait il y avait bien un contrat dans la petite pochette que tu as. Très bien, excellent. Allez, c'est bientôt notre fin de première mi-temps de Meet the Big. Je vous demande d'avoir encore de l'énergie pour applaudir. Et pour avoir des sourires, il faut applaudir. Merci d'accueillir et d'applaudir Lisa Xiaolu, cofondatrice de Cobeya, s'il vous plaît. Et elle entre par la sortie cascadeuse incroyable. Merci à tous. J'espère que ça a bien capté votre attention parce que c'est exactement comme ça que 60% des commerçants locaux en France, soit environ 600 000 entreprises, communiquent encore aujourd'hui. Sur le bouche à l'oreille ou des flyers glissés dans les boîtes aux lettres. Et par contre, dans le monde où les consommateurs sont de plus en plus connectés, ces méthodes ne sont plus efficaces. C'est là que nous entreprenons et nous sommes 3 ingénieurs en informatique et on a créé Cobeya, une plateforme digitale qui aide les petits commerçants à attirer des nouveaux clients et les fidéliser ceux qu'ils ont déjà en leur proposant des outils simples et pratiques et surtout accessibles à tous. Concrètement, comment ça marche? Grâce à des fonctionnalités simples et ultra efficaces. Premièrement, des outils de gestion centralisée des données. Avec le Cobeya, on permet des commerçants de gérer leurs horaires d'ouverture, les produits ou des services directement sur une seule interface. Ces informations sont systématiquement et automatiquement synchronisées sur d'autres plateformes comme Google pour assurer une meilleure visibilité. Secondement, on propose des outils de marketing modernes qui, par exemple, avec de SMS à campagne, ils peuvent contacter leurs clients directement sur leur téléphone pour des événements ou des promotions. Plus besoin des flyers, c'est aussi rapide et direct. Par la suite, on propose des programmes de fidélité et ambassadeurs. Cobeya offre des systèmes de fidélisation qui permet de récompenser leurs clients réguliers et de l'en faire de véritables ambassadeurs de la marque. Ces outils permettent aux commerçants de garder leurs clients et les inciter à recommander leur boutique directement à leurs proches. Et au final, on peut aussi gérer des Google Avis directement sur notre plateforme. Ça permet tout simplement qu'il peut s'assurer une bonne réputation en ligne, ce qui est véritablement essentiel aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Avec le consommateur, Cobeya simplifie aussi leur vie. C'est-à-dire qu'avec un seul compte, les consommateurs peuvent directement faire toutes leurs interactions avec les commerçants locaux préférés et profiter des récompenses fidélisées et optimiser chaque euro dépensé. Alors, si cette idée résonne dans votre petite tête, comme le petit ding de la sonnette, donc c'est-à-dire que Cobeya est fait pour vous. Que vous soyez commerçant ou simplement curieux, je vous invite à passer me voir après ce pitch pour en discuter davantage et découvrir comment Cobeya peut vraiment révolutionner le commerce local. Merci pour votre attention. Oh, le timing impeccable. Merci Lisa. Mais attention à sortie casquette. Last but not least, c'est toujours dur d'introduire, toujours dur de conclure. Et là pour ça, on a une startup et un big en même temps sur la même scène. Merci d'accueillir et d'applaudir BR Partner et Voxora pour le dernier pitch de la première mi-temps. Vous êtes des cascadeurs, il n'y a pas de souci. Bastien, Flavien, c'est à vous. Allez, c'est parti. Alors, c'est pas une startup et un cabinet, on est vraiment 2 cabinets qui collaborent ensemble aujourd'hui pour vous présenter une offre. Moi, je m'appelle Flavien Noël, je suis le cofondateur de Voxora, un cabinet qui est spécialisé en communication d'influence et en lobbying. Donc moi, c'est Bastien Bouchu, cofondateur des cabinets BR Partner, spécialisé notamment en stratégie d'entreprise, direction financière et levée de fonds. Aujourd'hui, on est là pour vous présenter une offre qui est unique, qui est innovante. C'est celle de Chief of Staff externalisé dédié aux décideurs. L'idée, c'est que vous êtes chef d'entreprise, bourré d'ambition.
mais vous avez du mal à prendre de la hauteur un petit peu sur votre entreprise. Vous avez du mal à définir une stratégie de financement et de développement conforme à votre marché et vos ambitions. Vous avez du mal à recruter des talents de haut niveau. Et puis, derrière, vous voyez vos concurrents qui commencent à être visibles de plus en plus dans les médias. Et donc, il y a une forme de frustration qui vient se créer derrière. Et donc, c'est pour ça, aujourd'hui, qu'on va vous présenter cette offre-là. Grosso modo, c'est vous voulez faire une course de Formule 1, mais aujourd'hui, vous êtes en vélo. Alors, c'est pour répondre à toutes ces problématiques qu'on a décidé de lancer cette offre commune, ce qui va vous permettre de vraiment répondre à vos enjeux de développement. Je vais revenir un petit peu sur ce terme de Chief of Staff qu'a utilisé Bastien. C'est un peu un nouveau métier qui se développe beaucoup dans les grands groupes et aussi dans le milieu des startups. En gros, le Chief of Staff, c'est le super-héros au service du dirigeant, c'est le bras droit parfait, quelqu'un qui est capable de faire tout ou presque, les relations avec les investisseurs, les relations avec des élus, des politiques, des institutions, avec les médias. Et en plus de ça, il faut avoir une vision globale et stratégique des choses. Donc la perle rare qui vient sortir le dirigeant de sa solitude de prise de décision. Problème, souvent, c'est des profils qui sont rares, qui sont chers aussi. On va parler chiffres un petit peu. Un chief of staff, ce genre de profil à l'année, ça va être au bas mot 120 000 € chargés pour l'entreprise. Sur des compétences qui peuvent être similaires à ce genre de profil, on peut avoir des directeurs financiers, là c'est 150 000. Et je passe sur un directeur des affaires publiques, un responsable des relations avec la presse, etc., etc. Donc ça peut vite être très onéreux. Et là, je parle juste du salaire. Donc on parlera aussi du coût du recrutement, du temps passé à recruter, à former, à faire rentrer dans l'équipe ce genre de profil. Donc là, ça commence à tourner un petit peu. Vous commencez à faire vos petits calculs et vous vous dites, bon, ça risque quand même d'être compliqué d'avoir le temps et l'opportunité d'intégrer ce genre de compétences. Donc c'est pour ça qu'on a décidé d'offrir une solution à ce problème en créant cette offre de Chief of Staff externalisé, ce qui permet d'avoir cette souplesse de l'externalisation, le fait d'être opérationnel de suite et aussi par rapport à quelques sommes que j'ai pu évoquer auparavant, on va se positionner plutôt à moitié prix. Donc voilà pourquoi on s'est décidé avec Bastien de... Si je reprends un peu l'analogie, c'est comme si on avait, donc vous gardez la Formule 1 et nous on vous apporte les pilotes et l'écurie. Et donc pour rester dans cette idée de flexibilité que Flavien a appliquée, on l'a décliné en 3 offres d'accompagnement. Le premier niveau, ça va être le diagnostic. Je garde toujours mon analogie. Très rapidement, si tu veux. On termine, t'inquiète. Donc on fait le diagnostic, c'est le premier niveau, on fait un petit peu le contrôle technique de la voiture et puis on voit ce qui va et ce qui ne va pas. Le deuxième niveau, c'est plutôt l'accompagnement, le conseil au quotidien, où là, on va mettre les mains dans le cambouis et on va travailler un petit peu sur toute l'ingénierie de la société. Et puis derrière, on a vraiment l'offre d'exécution opérationnelle, qui est l'offre clé en main, où là, on a fait toute la révision de la voiture de A à Z et puis on joue le championnat à vos côtés. Donc voilà, si vous êtes décideur, start-upper, chef de PME, enfin voilà, chef d'entreprise, vous pouvez venir nous voir pour qu'on puisse vous détailler un peu plus en détail cette offre d'accompagnement. Merci beaucoup. Merci Bastien, merci Flavien. Alors prenez la sortie cascadeur comme vous voulez. Je vais reprendre les micros. Je te remercie, je vous remercie. C'est Sébastien Abbat de la société Inano, sous vos applaudissements. Salut Toulouse! Bonjour tout le monde. Alors, première question. Est-ce qu'il y a des amatrices de rugby dans cette salle? Allez, 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 du bruit. Oui, de football. Du football un peu quand même, il y a le TFC à Toulouse. Allez. Oui, un peu là-bas. Du golf? Allez, des courses hippiques? Non? Je vais être sauvage. Any Brit here? Cricket? Hey, énorme. Bien. Le point essentiel autour de tous ces sports, c'est que pour être attractifs, ils ont besoin de terrains de jeu de super qualité. Et aujourd'hui, l'analyse et le suivi dans le temps de la qualité des terrains de sport, naturels ou hybrides, c'est fait manuellement par les jardiniers, dans le monde entier en 2024. Inano, que je représente aujourd'hui, est en train de révolutionner ce process en mettant en place des robots qui automatisent l'analyse et le suivi dans le temps des terrains de sport. Nous avons été fondés en 2020, nous avons levé 1 million d'euros depuis, et avec cet argent, nous avons créé des prototypes et une suite de produits qui fonctionnent. Cela nous a permis d'avoir un contrat de partenariat avec le plus gros producteur de terrains de sport aux États-Unis. Donc on a un prototype qui se balade sur les terrains de NFL et de MLB. On a signé un contrat avec un leader dans l'agronomie qui lui permet de suivre dans le temps le développement de ces pelouses tests. Et nous sommes en notre discussion avec la Liga en Espagne, des clubs de première ligue et de deuxième division anglaise, et des fournisseurs de services à ces fabricants de pelouses. Je suis là aujourd'hui car nous avons besoin de lever 300 000 €
pour pouvoir faire 4 choses. Améliorer notre front-end et renforcer notre équipe d'IA. C'est tout bête. Mais si on veut être encore plus précis sur la qualité, sur l'identification des zones stressées d'une pelouse, on a besoin d'encore de plus de compétences. On veut lancer notre ligne de fabrication. On a identifié le lieu où cela va se faire. On veut augmenter les capteurs pour répondre aux demandes de nos clients que nous connaissons. Et enfin, mettre en place une équipe de commercialisation. Je m'appelle Sébastien Abbat. Vous avez mon QR code LinkedIn en dessous. Et je représente Inano, dont vous avez le QR code là-haut. Je serai disponible pour discuter après cette session. Merci à tous. Merci à toi pour le boulot. Merci à énorme. toi. Et t'es où? Ça va bien se passer. Et vous savez quoi? Tous mes vœux de succès à tous les entrepreneurs qui sont là. Bah oui, bien sûr. Mais à tous les entrepreneurs, parce que je sais que c'est dur et il faut y aller. Et c'est génial qu'il y ait des big ones pour nous aider. Et bon après-midi tous. Merci Sébastien. Sébastien, dont le métier est aussi cascadeur, parce qu'il a pris l'entrée cascade, c'est l'entrée interdite. Donc je le redis pour tous les pitchers, toutes les pitcheuses, vous avez des petites marges, donc c'est prévu pour être conforme, même si vous êtes en talon, n'hésitez pas. Alors il y a eu un appel au big qui a été fait, et le principe de Meet the Big, c'est de passer de start-up à big en un clin d'œil, et passons donc de Inano à la SNCF. Merci d'accueillir Christian Flochelet, le directeur 574 Occitanie, s'il vous plaît. Bienvenue Christian. Bonjour, donc je suis le directeur du 574. Alors déjà, on va tout de suite démystifier le chiffre 574, c'est le record de vitesse du TGV. C'est aussi un clin d'œil parce que notre structure, qui est une toute petite structure, les trois membres de cette structure, est une structure qui vise à accélérer la transformation numérique du groupe SNCF en territoire. On a 3 piliers force qui sont la culture, les projets et l'écosystème. Donc maintenant, je vais vous présenter les relations, parce que c'est un peu le principe de Meet the Big, c'est les relations que l'on entretient, nous, Big, avec vous et l'écosystème des startups. Sur la culture, on a eu une très grosse séquence en 2024 d'acculturation de nos collaborateurs à l'IA générative. Nous sommes 574 en France. Nous avons acculturé environ 10 000 collaborateurs à l'IA générative et ça continue. Nous avons créé également une plateforme d'IA générative qui va être prochainement diffusée à l'ensemble de nos collaborateurs par étapes successives. Ce qu'on a voulu, c'est séquence d'acculturation avant d'avoir l'usage entre les mains des collaborateurs. Pourquoi? Pour avoir des collaborateurs avertis, éclairés et qui vont avoir un usage responsable de l'IA générative. Quel lien avec l'écosystème? Il y a des choses qu'on a fait en interne et d'autres choses qu'on a pu faire avec des partenaires externes, comme cette formation. En l'occurrence, nous avons travaillé avec Goodalgo, la société de Jérôme Béranger. En 2025, sur la séquence acculturation, nous allons continuer sur l'IA générative et travailler également à un univers un peu nouveau pour nous, le quantique. L'autre pilier, les projets. 45% de nos projets aujourd'hui sont travaillés avec des compétences externes, avec des startups. Nous avons à peu près à l'instant T 200 startups qui travaillent avec toutes les entités numériques du groupe SNCF. Sur l'Occitanie, chef de projet que vous voyez là, Nian Angrimangui, travaille en ce moment sur environ 12 projets qu'elle accompagne. Ces projets sont dans différents univers. Quelques exemples en 2024, nous avons travaillé avec Equitia sur notre première labellisation. Donc c'est l'IO-Train qui a obtenu une labellisation qui consiste à répondre à une centaine de critères pour vérifier que vos données, vous les utilisez de manière éthique et de confiance. Donc c'était très important et c'était une superbe collaboration avec Equitia que je remercie vivement. Deuxième collaboration, par rapport à l'IA Act. Nous avons des prestataires qui nous proposent des solutions d'IA pour travailler sur des sujets RH, comme l'aide au recrutement. Notre rôle, nous, c'est de vérifier qu'on est bien raccord avec les engagements de l'IA Act. Donc, nous avons des experts en interne, mais on s'y fait accompagner d'une expertise externe pour faire des analyses éthiques. Même si l'IA Act ne s'applique pas encore, c'est important d'être dans le chemin de l'IA Act pour le respecter. Donc, en l'occurrence, nous avons fait appel à une société qui est assez récente d'ailleurs, que vient de créer Magali Germont, qui s'appelle Lumière Conseil. En 2025, on recherche des interfaces d'IA vocale et nous allons également lancer 3 POC d'IA sur le domaine de la relation client, la gestion des réclamations et l'information aux voyageurs. Et tout au long de l'année, puisque notre vocation est de répondre à des projets qui sont issus du terrain, nous allons avoir des remontées de projets et donc nous allons faire appel à des partenaires externes. Et enfin, le dernier sujet, je vois que 30 secondes. On entend la musique. Hein. Ouais.
c'est l'écosystème, c'est être présent à la mêlée numérique, c'est la semaine prochaine être présent au Green IT Day, c'est partager avec vous, avoir des échanges, s'inspirer. Donc vous nous connaissez, on est présent ici, ayons ces échanges. Et maintenant, je vous souhaite un très bon festival 2024 de la mêlée numérique. Merci Christian, merci beaucoup. Ah là là. Quand vous me voyez sur le côté, les pitchers, vous inquiétez pas, je vais pas vous sauter dessus ou vous faire un plaquage. C'est juste qu'on est aux 3 minutes. Donc c'est pour éviter de finir trop tard, ok? Sans transition, on passe du big à la start-up. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Paul Fernandez, le cofondateur d'Onyx, s'il vous plaît. Qui a une fanbase. Bienvenue Paul. Qui aime être dérangé par un appel de prospection alors qu'il est en plein travail, alors qu'il passe un moment privilégié avec ses proches, ou alors qu'il est peut-être dans une situation, plus intime? Pas grand monde. Et pourtant, quel que soit le secteur d'activité, des dizaines de milliers de sociétés ignorent ce fait. Et oui, elles dépensent massivement tous les mois en publicité sur Internet pour que des personnes cliquent sur ces pubs et laissent leurs coordonnées sur un petit formulaire. Ces coordonnées sont ensuite transmises aux commerciaux de l'entreprise, on appelle ça des leads. Et le hic avec ces leads, c'est que la plupart du temps, ils ne répondent pas aux appels. Le hic, c'est que les relancer 6 à 7 fois, c'est fastidieux et les commerciaux ne vont pas jusque-là. Et le problème également, c'est que finalement, les contacts les plus prometteurs, eh bien, ils sont noyés dans un océan de prospects peu qualifiés. Ce qui, en fait, va faire éterniser le cycle de vente et va faire tout simplement rater des opportunités à l'entreprise. Concrètement, sur 100 contacts, au lieu de signer 10 clients, elle va n'en signer que 5, ce qui revient ni plus ni moins à prendre la moitié du budget pub et le mettre à la poubelle. Je m'appelle Paul Fernandez, je suis le cofondateur d'Onig. Et chez Onig, notre mission, c'est justement de venir révolutionner ce processus. On utilise pour ça des agents commerciaux sur mesure que l'on crée. Et ces agents IA, ils permettent d'engager chaque lead sans effort, d'identifier en un coup d'œil les prospects qualifiés et finalement de fluidifier ce processus. Ils vont même jusqu'à faire de la planification de rendez-vous automatisée. Donc concrètement, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'une personne remplit un formulaire, dans les minutes qui suivent, elle va recevoir un petit SMS de l'IA qui a été entraîné pour connaître tout sur l'entreprise et se comporter comme un commercial chevronné, qualifier le prospect et va même jusqu'à lever les objections. Donc on est capable de gérer des milliers de conversations en parallèle. On s'intègre avec l'immense majorité des CRM pour faire la différence dans les résultats commerciaux de l'entreprise sans perturber son environnement de travail. Donc, si vous êtes un commercial et que vous en avez marre que le marketing vous envoie des leads entre guillemets merdiques, ou si vous êtes un marketeur et que vous en avez marre que les commerciaux se plaignent de la qualité des leads, ou tout simplement si vous voulez améliorer la rentabilité de vos campagnes d'acquisition de clients en ligne, eh bien faites-moi signe, ce sera un plaisir d'en discuter, parce que générer des leads, c'est bien, mais les convertir en clients, c'est mieux. Merci beaucoup, Paul, de la société Onig. Quand on organise Meet the Big, on a affaire à 47 interlocutrices, interlocuteurs, et des fois, il y a des petits ratés dans le programme. Ouais, tu passes le matin, mais je t'avais demandé l'après-midi. Donc j'en profite pour présenter mes excuses à Corentin Bouffard, que j'avais programmé le matin, mais qui était bien là l'après-midi. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Malgré la blessure, il est là. Merci. Bonjour à tous. Alors, je ne vais pas vous faire un slam pour les connaisseurs de grands corps malades. Ce que je vous propose pour démarrer, c'est une petite, c'est pas gentil de se moquer, une petite introspection personnelle. À l'âge de vos 15 ans, est-ce que vous connaissiez ne serait-ce que l'existence du métier que vous exercez aujourd'hui? En général, la réponse est non. Un collégien, en moyenne, en troisième, il connaît une quarantaine, une cinquantaine de métiers. C'est très, très peu. Et pour autant, c'est à cet âge-là qu'on leur demande ce qu'ils veulent faire plus tard. Donc, en fait, il y a un vrai problème. Ils connaissent très peu de métiers dans cette phase d'orientation. Donc nous, chez Willby, on a voulu un petit peu contrer ce problème. Willby, c'est une plateforme digitale, donc une app, un site de découverte des métiers, qui a pour but d'aider un maximum de personnes, et notamment les jeunes, dans leur orientation, dans leur insertion professionnelle. Et donc pour ça, on a repris le format, les codes et les fonctionnalités que les réseaux sociaux utilisent, que les jeunes utilisent sur les réseaux sociaux, le but étant de rendre la démarche la plus attractive possible. Et donc, on fait ça depuis 4 ans. Depuis 4 ans, ça marche assez bien, et on fait ça avec le soutien de l'État. Nous, on est lauréat d'un appel à projet du ministère de l'Éducation nationale, ce qui fait qu'on a un outil pédagogique utilisé en classe, concrètement dans les collèges, les lycées, référencés sur Parcoursup. Et de notre côté, on collabore avec tout un tas d'acteurs du marché de l'emploi. Ces acteurs-là, ils rencontrent un besoin, une difficulté commune,
c'est le fait de faire connaître ces métiers auprès de ces jeunes. Aujourd'hui, il y a bon nombre de métiers qui sont dits en tension, sur lesquels on éprouve des difficultés de recrutement qui sont structurelles. Et ces difficultés, elles proviennent d'un manque de main-d'œuvre sur le marché. Un manque de main-d'œuvre, ok, mais d'où vient ce manque de main-d'œuvre? Bien simplement d'un manque d'attractivité de ces métiers. Donc l'objectif de ces collaborations, c'est travailler l'attractivité de ces métiers, de prendre le problème à la racine, en sensibilisant les jeunes, en les mettant en avant, en créant des vocations et en les dirigeant vers les bonnes filières de formation. Donc on le fait avec des organisations professionnelles, des grandes entreprises, des institutions. C'est très varié. Ça peut être EDF sur la filière nucléaire, qui en a bien besoin, Veolia sur la filière déchets ou encore les SNCF. Et le but de ces actions, ce sont des actions de sensibilisation qui sont sur mesure, personnalisées, où on va travailler l'attractivité de ces métiers en créant du contenu et en le diffusant sur plusieurs plateformes, et notamment Willby. Moi, je suis Corentin Bouffard, je suis un des 2 cofondateurs de Willby. Je serais ravi de vous en dire un petit peu plus juste après. Merci à vous. Et merci à toi, Corentin. Je te récupère. Et désolé encore pour la méprise de programmation. Mais j'ai bien aimé la ref à Grand Corps Malade. Alors, son nom et prénom au prochain pitcher n'indiquent pas qu'il vient d'Espagne, puisqu'il vient directement de Paris. C'est Maxime Zarillo de Microsoft, s'il vous plaît. Et il prend l'entrée cascadeur. Il n'a peur de rien. Bienvenue, Maxime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, Mathias. Bonjour, je m'appelle Maxime Zarillo. Donc, je suis vraiment ravi de représenter Microsoft aujourd'hui lors de ce bel événement. Donc, vous ne le savez peut-être pas, mais Microsoft a décidé d'investir une partie en région et donc présent en région également à Toulouse. On a un très beau lab qui est présent à la Cité Numérique. Si vous n'y êtes jamais passé, je vous invite vraiment à venir nous rencontrer. Donc, j'ai 3 minutes pour vous expliquer comment Microsoft peut devenir un partenaire technologique pour vous accompagner dans le développement et la croissance de votre entreprise. Donc en fait, déjà l'objectif pour Microsoft de travailler avec des startups, c'est de pouvoir développer et consolider notre portefeuille de solutions. Et donc, in fine, vous permettre de directement pouvoir vendre votre solution à nos clients. Donc des TPE, PME, grands groupes, qui sont également sûrement vos clients. Donc c'est vraiment une relation gagnant-gagnant, j'ai envie de dire, que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc le premier axe de développement sur lequel on peut vous accompagner, c'est autour de votre socle technologique. Là-dessus, on peut faire vraiment une très forte différence. Et notamment sur le cloud Microsoft Azure. Sur ce cloud, vous allez pouvoir venir vous adosser, venir créer, développer votre application. Si vous souhaitez débuter sur le Microsoft Azure, je vous présente la plateforme Microsoft Founders Hub, qui est une plateforme qui est gratuite, ouverte à tous, et qui va vous permettre, en fait, finalement, de pouvoir bénéficier jusqu'à 150 000 $ de crédit Azure gratuit, mais également d'une aide technique d'appoint. Donc vous allez pouvoir directement booker une session one-one avec un expert Microsoft qui va venir vous aider sur des sujets, par exemple, d'architecture. Là-dessus, ça va faire vraiment une vraie différence au niveau de l'atteinte de vos objectifs, également de vos besoins opérationnels. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite vraiment à scanner ce QR code qui va vous permettre de remplir un formulaire et on vous enverra également toutes les informations. Ensuite, on a récemment lancé à Paris une initiative qui s'appelle le GenAI Studio, qui est en collaboration avec des grands acteurs comme NVIDIA, Mistral, GitHub ou encore Selenza, qui s'articule autour de 2 piliers. Un premier pilier qui est à Station F, qui est un programme d'accélération de 3 mois dans lequel on va venir vous apporter de la valeur pour améliorer votre solution sur l'IA générative. Donc c'est un programme qui est ouvert aux startups principalement B2B en phase de croissance qui ont déjà trouvé des premiers clients potentiellement. Et ça va vraiment vous permettre de pouvoir vous former à l'IA générative et d'accélérer votre roadmap sur ce sujet. Ensuite, le deuxième pilier, on a décidé de décliner ce programme en région en condensant ces 3 mois de workshop en une seule journée. Donc on sera présent à Toulouse le 12 novembre prochain et dans plusieurs autres villes de France pour vous apporter de la valeur en une seule journée condensée avec des workshops, des séminaires et également des retours d'expérience de la part des startups avec qui on a travaillé. Donc voilà, on vous attend nombreux. N'hésitez pas à scanner ce QR code, à m'ajouter également sur les réseaux sociaux afin que je vous communique toutes les informations. Voilà. Merci beaucoup Maxime. En même temps, il nous vient spécialement de Paris. Entrée et sortie par l'entrée cascadeur. Non, encore une fois, vous pouvez rentrer par où vous voulez. Mais je décline toute responsabilité si vous vous faites mal. Alors, à 1, c'est bien. Mais à 2, c'est mieux.
je vous demande d'accueillir les deux prochains pitchers, Mahmoud et Mina de Twinworks, s'il vous plaît. Je vais juste voir si le deuxième micro est allumé. Ah, c'est bon. Et il était éteint. Des petits farceurs. Je vous mets la slide. Ok, bonjour à tous. Donc, je vais commencer par vous poser quelques questions. Qui parmi vous a déjà eu des problèmes avec ces appareils électroménagers? Ok, et c'était quoi votre premier réflexe? C'était de chercher la notice dans son emballage, ou est-ce que vous êtes allé sur YouTube pour chercher une procédure, enfin une vidéo? Ok, donc la plupart des consommateurs, ils préfèrent les vidéos, ils préfèrent les procédures visuelles, et plus précisément 83% des consommateurs préfèrent tout ce qui est visuel. Tout simplement parce que c'est plus visible, c'est plus simple. Donc, je vais vous poser une deuxième question. Si je vous demande de démonter une pompe diesel, est-ce que vous êtes confiant de le faire? Et effectivement, ça pourrait paraître intimidant au début si on n'a pas la bonne documentation, mais je vous invite de scanner ce QR code qui va vous diriger vers une procédure visuelle, simplifiée et qui vous guidera étape par étape sur comment démonter la pompe. Donc les industriels, ils savent très bien que les guides interactifs sont beaucoup plus efficaces que les manuels PDF ou papier. Par contre, le défi, c'est comment faire la transition, comment passer de papier à des guides 3D. Donc aujourd'hui, avec notre première solution, Stepworks, on permet juste en glissant un PDF et le modèle 3D, à générer automatiquement ces procédures comme ce que vous allez scanner là. Aujourd'hui, on est en phase de bêta-test. On teste la solution avec plusieurs industriels de plusieurs types et tailles, en France et à l'international. Juste un petit mot du coup par rapport à la collaboration avec les grandes entreprises. C'est super. Pour une start-up, c'est quelque chose qui fait rêver toutes les start-up, je pense. Mais s'il vous plaît, simplifiez un peu plus vos processus et essayez de financer les POC et les phases pilotes, surtout avec les start-up. Donc, cette phase de bêta-test, elle se termine avec le lancement officiel qui sera lors du CES à Las Vegas, où on va participer avec la région Occitanie pour représenter la France. Donc, super hâte. Mais notre vision ne s'arrête pas là. On sait très bien que quand on a besoin d'une information, en général, c'est plutôt facile de demander à quelqu'un qui sait faire. Et notre but et objectif, c'est d'avoir des compagnons experts techniques dans vos poches qui vous permettent ou qui analysent votre environnement et qui vous guident étape par étape visuellement sur vos procédures de maintenance et de réparation de tous vos appareils chez vous. Pour y arriver, il y a des verrous scientifiques et pour ça, on est en collaboration avec l'IRIT, l'Institut de recherche en informatique de Toulouse. Et en parallèle, on prépare une levée de fonds du coup, pour aller plus loin, plus rapidement. Si ça vous intéresse, venez nous voir après ce pitch. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Prenez l'entrée régulière, mais je vais récupérer les micros quand même. Alors, on avait une discussion très intéressante pendant le déjeuner avec les Twinworks. T'as scanné le QR code? Non, j'ai pas testé. Et vous? Oui, non, c'est bon, on l'a testé, il marche normalement. Donc ça va, tout fonctionne. Et pour celles et ceux qui sont live, vous pourrez retrouver sur le YouTube de la mêlée numérique l'intégralité des présentations. Sans transition aucune, prochain pitcher, Benjamin Baudouin, qui vient juste d'arriver des embouteillages pour la société Neosoft, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Eh bien écoutez, bonjour, merci d'être présents déjà, si nombreux sur cette salle et sur ce Meet the Big deuxième partie. Donc je viens à vous pour vous faire un peu un pitch sous forme de témoignage assez rapide. Je travaille en tant qu'RH dans cette société qui est une entreprise de services numériques, Dezi. Et puis, je vais vous parler d'une société sur laquelle j'ai pris quelques notes quand même pour ne pas oublier. Sur les 2 dernières années, j'ai pu, moi, en tant qu'RH, former plus d'une 50aine de personnes, dans laquelle 100% de nos collaborateurs sont formés à la sécurité informatique, à la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise, au précepte des RGPD, donc dans lequel, comme je vous le disais, on a pu former 50 personnes sur des formations certifiantes ou non dans l'ingénierie logicielle, dans l'agilité, dans nos métiers, en fait, infrastructure et du cloud. Je vous parle d'une agence aussi où on a pu organiser de nombreux événements RSE au titre de notre investissement et de nos valeurs, à savoir 5 événements de sensibilisation au handicap et au bien-être au travail sur la seule année 2023, autour de l'ostéopathie, la posture, l'audition, un escape game de sensibilisation autour du handicap également, et d'autres événements de ce type. Je vous parle d'un groupe où on favorise le partage de connaissances par la production de 4 livres blancs dernièrement, sur les 12 derniers mois à peu près, autour du data, du cloud, de la cyber et du DevOps, au sein duquel on organise des masterclass pour le partage de connaissances entre nos formateurs et nos salariés pour les faire monter en expertise, au sein duquel on a notre propre organisme de formation. Donc à ce titre, on a par exemple détecté 4 formateurs
depuis ces 2 dernières années également, qui sont formateurs en ingénierie logicielle, en agilité, sur l'accessibilité, ce qu'on appelle le RGA, ainsi que sur les fresques du numérique. Fresques du numérique ont suivi près de 50% de nos effectifs ici à Toulouse, on est 70 personnes. Et comme vous voyez les stats qui s'affichent derrière vous. Donc Neosoft, on est 1800, c'est une société qui a été fondée en 2005 en Bretagne, qui aujourd'hui est implantée dans 14 agences pour un CA de 180 millions d'euros, 130 clients à peu près. On est présent et adhérent à la mêlée depuis 2 ans. C'est notre première année par contre en tant que partenaire à la mêlée numérique. On est là pour faire des contacts, travailler notre marque employeur bien entendu. Vous pouvez nous retrouver jeudi matin à 10 h dans une table ronde sur l'IA Frugal avec un de nos practice leaders, Patrice Cortil, qui se déplace à l'occasion. Vous pouvez nous retrouver vendredi en matinée pour un témoignage Vie ma vie de Pauline Barthélémy qui s'investit grandement à la mêlée dans la commission femmes et numérique et qui on lui lègue du temps aussi pour travailler dans l'inclusion des femmes dans le numérique et témoigner dans des collèges ou participer à différents colloques. Et vous nous trouverez vendredi après-midi sur l'espace networking et recrutement également, donc ingénieur de production, réseau, etc., développeurs bien entendu, peut-être pas pour la fin d'année mais pour l'année prochaine. N'hésitez pas à venir à notre rencontre. Vous me verrez plus tard aujourd'hui ainsi que mon collègue Tony Doré qui va arriver d'une minute à l'autre et vous nous reconnaîtrez certainement avec nos pulls. Donc grand plaisir d'échanger avec vous. Voilà un petit peu pour le témoignage. Moi c'est une société à laquelle je suis très content d'être. J'ai fait pas mal avec bientôt 20 ans de carrière et de l'autonomie, on me laisse de la responsabilité. Et donc c'est un endroit où je me plais et sur lequel j'ai pas eu de mal à venir témoigner auprès de vous aujourd'hui. La musique n'est pas lancée. Non mais on peut t'applaudir quand même. Très bien. Merci beaucoup. Ah oui, alors merci beaucoup. Alors, pour les prochains pitchers, vous pouvez mettre fin à votre propre pitch. N'attendez pas la musique pour sortir de scène. Si vous avez tout dit en 2 minutes, voilà, même si c'est très intéressant de parler de soi, l'humain, avant l'entreprise. Et puis surtout, si vous voulez finir à l'heure, quoi. Moi, j'ai envie de vous dire. Allez, sans transition encore, je vous demande d'accueillir et d'applaudir Mathieu Egloff, le dirigeant de Pimp My Boss. Bienvenue Mathieu. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais le plus gros défi qu'on a au quotidien, pour moi, c'est la communication. Alors ça m'a sauté personnellement aux yeux dans mon couple, après quelques années de mariage, mais je trouve que c'est encore pire dans notre relation professionnelle, et plus particulièrement en fait, entre un manager et son collaborateur. Pourquoi est-ce qu'il y a cette petite chose qui s'est rajoutée, qui s'appelle la relation hiérarchique? Et alors elle est légitime, là n'est pas la question, mais elle inquiète. Elle inquiète ce qu'on ne peut pas dire, ce qu'on veut à son manager, parce que si on le dit pas correctement, il peut mal le prendre. Ou si on parle d'une difficulté qu'on peut avoir, il va y voir peut-être une faiblesse. Et donc du coup, on se tait. Et quand on se tait, on va commencer à créer des non-dits, et les non-dits peuvent entraîner des replis. Ça va être des replis de motivation, ça peut être des replis d'adhésion. Alors qu'est-ce qu'on propose? Nous, on va essayer de soustraire la relation hiérarchique à la communication. Et comment on va le faire? Alors accrochez-vous, pour ceux qui ne sont pas habitués, on va permettre aux collaborateurs d'évaluer leur manager. Et on va le faire via une plateforme sécurisée. Alors ça sera évidemment sans possibilité de faire de commentaires, ça sera évidemment anonyme, et ça sera évidemment et strictement réservé à la communication de ces managers. Mais pourquoi on fait ça? Parce que quand on fait quelque chose, finalement, donc le savoir-faire, si on le fait bien, c'est assez simple. Si vous êtes dans le commerce et que vous vendez plus que vous ne perdez, ben vous êtes bon. Si vous êtes dans la comptabilité et que les comptes de la société sont justes à la fin de l'année, vous êtes bon. Mais sur la façon dont on communique avec les gens, avec une équipe, s'ils ne nous font pas de retour, c'est mission impossible. On ne peut pas savoir si on les écoute correctement, si on les soutient correctement, si on est suffisamment disponible. Et donc, du coup, ça ne sera plus le cas maintenant. Parce qu'on va permettre aux collaborateurs d'évaluer leur manager. Les managers vont avoir en temps réel les axes d'amélioration comportementaux sur lesquels ils doivent travailler. Et s'ils le veulent, ils auront accès à une offre de coaching qui sera extrêmement ciblée sur les critères sur lesquels ils sont un peu moins bons. Mais on ne va pas s'arrêter là. Parce que, en fait, un manager, et je pense que vous avez tous l'exemple, ça peut être un très bon manager pour soi et finalement quelqu'un qui n'est pas du tout bon pour un autre. Donc on va y ajouter en fait des tests de personnalité, dans cette logique de tests de personnalité, et surtout on va adosser une intelligence artificielle, donc on a commencé à éduquer, qui va analyser cette corrélation entre les styles de personnalité et les recherches, enfin, ou en tout cas le ressenti managérial. Avec un objectif, parce que le Graal, en fait, dans une société, pour moi, c'est la bonne idée qui arrive au bon moment. Mais pour que la bonne idée arrive au bon moment, il faut souvent que la bonne personne soit au bon endroit. Mais encore faut-il qu'elle s'exprime. On va leur permettre de s'exprimer.
Et donc vous l'aurez compris, Pimp My Boss, c'est un média, enfin ce sera un média de communication et d'information dédié à cette relation extrêmement particulière finalement entre un collaborateur et son manager pour que leurs idées s'expriment avec leur plein potentiel. Merci de m'avoir écouté. Juste avant la musique, merci Mathieu. Merci et bravo pour ton pitch. Et ta slide que j'aime beaucoup, qui est très très parlante. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Thierry Coq, directeur général d'E-Links, s'il vous plaît. Je remets mon N en place. Bienvenue Thierry. 3 minutes ou moins. 3 minimum. Bonjour, moi je vais vous présenter en fait et vous faire réfléchir sur une chose que vous avez tous en entreprise, que j'avais moi dans une entreprise dans laquelle j'étais avant, qui était une entreprise internationale, c'est qu'on perdait beaucoup de temps à la recherche documentaire. Pourquoi ? Parce qu'on rangeait les documents dans des répertoires Windows, mais souvent dans des sous-répertoires, des sous-sous-répertoires, des sous-sous-sous-répertoires que tout le monde crée. On n'était jamais maître de la donnée, donc on rangeait ça, on n'arrivait pas à les retrouver. Même moi, des fois, je n'arrivais pas à retrouver mes propres documents que j'avais rangés. La chose, c'est qu'on générait du versionning. Vous travaillez sur un document, une autre personne travaille sur ce même document, vous l'appelez V2, V3, V24, V48. Une autre problématique, c'est que ça stockait beaucoup de documents, et tout en versionning. La troisième chose, c'est que ces documents, pour pouvoir les faire valider en interne, soit on les imprimait pour les faire passer, soit on les envoie par mail, et quand on les envoie par mail, la personne les récupère, le stocke sur son poste, modifie le document, le réenregistre, le remet dans un mail, vous le renvoie dans un autre mail. Perte de temps pour tout le monde, perte de recherche. Aujourd'hui, il faut savoir que la recherche documentaire en France fait perdre 7 heures par semaine à chaque collaborateur. Donc c'est énormément de temps. Aujourd'hui, on est parti du principe de dire qu'il fallait faire comme avec les photos. Avant, vous classiez vos photos. Aujourd'hui, elles sont toutes rangées dans votre téléphone. Vous ne vous posez pas la question de savoir comment elles sont rangées. Elles se rangent automatiquement par le lieu où vous êtes et par la date à laquelle vous êtes et par même la reconnaissance des personnes qui sont sur la photo. On a fait la même chose avec tous les documents des entreprises. C'est-à-dire qu'on va automatiser le rangement de ces documents. Donc, ils sortent de vos outils de production, ils se rangent de façon automatique seuls. On va faire une recherche Google sur les documents. On a googlisé l'intégralité des documents des entreprises. Donc, tout est reconnu directement par les mots qui sont à l'intérieur du document. On va lancer des workflows, donc des circuits de validation qui sont automatiques et qui vont permettre de pouvoir faire valider le document à Pierre, Paul et Jacques sans qu'il y ait mouvement des uns ou des autres. On va avoir une interface complète avec Outlook, Word, Excel, qui vont permettre de faire du versionning, et également avec Teams, qui va permettre de partager l'information dans Teams. Et enfin, on intègre via les API tout un tas d'outils qui vont être intégrés directement dans le système, comme la signature électronique, pour pouvoir faire en sorte que le collaborateur ne perde pas de temps à ouvrir plusieurs produits, mais que tout soit intégré directement dans une seule interface. Aujourd'hui, c'est un produit qui fonctionne, ça fait 7 ans qu'on l'a créé. Nos clients sont répartis sur l'intégralité du territoire français, y compris en Allemagne, en Belgique, en Italie. Donc c'est quelque chose qui a été éprouvé. Nos clients aujourd'hui parlent de gain de productivité. Et ce gain de productivité n'est pas mis au profit de suppression de postes, mais bien au contraire au profit d'une meilleure qualité de production pour les collaborateurs. Donc on n'est pas là pour supprimer des postes, on est là pour faire en sorte que les collaborateurs vivent mieux, travaillent mieux et arrêtent de perdre du temps. Voilà, je crois que je t'ai tenu les 3 minutes. Impeccable, merci beaucoup Thierry. Ah, ils sont bavards cet après-midi, ils sont bavards, mais c'est pour le bien aussi, on apprend plein de choses. Alors, on passe de start-up à big, de big à start-up, et encore de start-up à big. Merci d'accueillir et d'applaudir Étienne Sandéron, chargé d'affaires spécialisé informatique à l'UGAP, s'il vous plaît. Bienvenue Étienne. Merci, bonjour à tous et à toutes. Donc j'étais la semaine dernière, comme tous les jours de la semaine quasiment, en rendez-vous en collectivité territoriale avec une structure qui me sollicitait pour avoir un petit peu d'aide sur l'évolution de son système d'information. Et puis je voyais bien toute la frustration face à la constitution du cahier des charges, au sourcing des solutions qu'elle allait devoir entreprendre, toutes les problématiques qu'elle a au quotidien pour analyser les offres après une fois qu'elle a reçu toutes les offres. Et moi, je me suis dit chouette parce que j'ai vraiment une position idéale, moi, en fait, dans mon métier. Et cet après-midi, ça le confirme parce que je suis encore face à des éditeurs, à des fournisseurs qui ont les solutions qu'elle attendait et qui, eux aussi, rencontrent des difficultés dans l'accès au marché public parce que c'est compliqué de répondre aux appels d'offres, de les suivre, de s'assurer qu'on soit bien positionné au bon moment avec les bonnes conditions. Et donc, je suis Étienne Sandéron, chargé d'affaires, spécialisé informatique à l'UGAP. L'UGAP, c'est une centrale d'achat public qui existe depuis plus de 56 ans. On est 1600 en France. On réalise plus de 6,7 milliards d'euros de commandes enregistrées pour le compte de nos clients. Et on permet justement l'accès à toutes ces solutions innovantes
pour voilà, l'ensemble de nos clients, parmi lesquels, bien sûr, des collectivités territoriales, départements, régions, petites mairies, métropoles. Également des EPIC, des entreprises, des associations, le monde de la santé, de l'éducation, les services de l'État. Donc on est vraiment présent partout, dans tout le secteur public. On est une centrale d'achat généraliste, on ne fait pas que du numérique. Mais aujourd'hui, moi, je suis venu pour vous parler du numérique et vous proposer de rejoindre notre catalogue multi-éditeur et de venir proposer vos solutions innovantes. Ça fait des années qu'on source, nous, avec des partenariats, au travers de la French Tech notamment, au travers des territoires, puisqu'on est implanté localement, c'est pour ça que je suis là, pour vous permettre justement d'accéder plus facilement à ces marchés au travers d'une simple présentation de votre offre, de votre structure. En 4 semaines, allez, 6 semaines maximum, vous serez identifié, publié au travers de ce catalogue de 2600 éditeurs. Et vous pourrez comme ça proposer toute votre innovation, toutes les qualités de vos solutions sur l'ensemble voilà, des domaines dont on peut avoir besoin sur le système d'information. Et Dieu sait qu'il y a de la place. Voilà. Donc surtout, venez me voir et je vous explique comment ça se passe pour la suite. Merci beaucoup Étienne. Oh là là, mais regardez la coordination avec la régie. Je mets le pied, je me lève, la musique, c'est incroyable. Alors Étienne qui a eu aussi une expérience en tant que start-upper et je ne peux que vous recommander, vous les start-up, de parler avec quelqu'un qui a déjà entrepris. C'est vraiment précieux. Salut Bastien, ça me fait plaisir d'être là. Sans transition aucune, c'est une après-midi sans transition. Hein. Moi aussi je suis bavard. Hein. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Jérôme Lamra, le CEO de 12, s'il vous plaît. Et bienvenue Jérôme. Welcome back. Bonjour à toutes et à tous. Bon, on a un petit peu forcé le trait. Hein. C'est vrai qu'on a pris 2 extrêmes, mais on va dire qu'on va tous se situer entre les deux. Un premier cas d'usage, c'est vous êtes en pleine production, l'expert, vous êtes bloqué, l'expert n'est pas là, vous cherchez une solution, vous tombez sur un document de 500 pages et finalement, vous vous rendez compte que c'est quand même la galère. Deuxième cas d'usage, vous venez d'être embauché, vous voulez faire bonne figure, d'être autonome, vous cherchez une transaction également, et puis vous y passez la demi-journée et finalement, le document est accessible en 2 clics. Vous partez en formation, et là, vous êtes motivé. Au bout de 90 minutes, vous décrochez. Vous vous rendez compte qu'à la fin de l'année, la moitié des connaissances que vous avez acquises sont devenues obsolètes. Et puis enfin, vous quittez l'entreprise, c'est du offboarding, on vous demande de tuiler rapidement, oralement. Et puis, on se rend compte que finalement, vous repartez avec la moitié de votre savoir-faire, vous, en tant que salarié, ce qui revient en fait à jeter à la poubelle pour l'organisation la connaissance que vous avez acquise. Eh bien, dans ces 4 cas de figure, il y a un point commun. Un mauvais accès à la gestion et à l'information. Et là-dessus, les solutions qui sont aujourd'hui préconisées, elles sont technologiques. Mais qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est que les salariés s'entraident et donc perdent du temps. Alors nous, chez 12, on a une autre vision. On considère que la solution n'est pas que technologique, mais également humaine. Et notre solution, plutôt que de proposer une plateforme avec 250 fonctionnalités qui, pour certaines d'entre elles, sont là pour faire joli, on préfère s'axer sur 4 fonctionnalités maîtresses. La première, j'apprends, je transmets, j'émets un besoin, j'évalue le contenu. À partir de là, on a la possibilité de vous proposer une plateforme sur laquelle vous allez pouvoir intégrer des contenus externes, formations, webinaires, vidéos, tout ce dont vous avez besoin, mais également la possibilité de créer vos propres contenus au même format, histoire d'harmoniser justement la présentation de ces infos. Et vous aurez aussi la possibilité de vous appuyer sur 2 méthodes ultra performantes. Le micro-learning, qui va vous permettre donc de pouvoir disposer de contenus donc compatibles avec vos agendas chargés, mais également dans vos contextes opérationnels, où que vous soyez. Et ce qu'on appelle le learning by doing, parce qu'il est plus simple d'apprendre en faisant. Dès lors, nous nous retrouvons avec une solution qui vous permet d'accéder à une information en quelques secondes, voire en demander une. Et ce qu'il faut peut-être comprendre, c'est que grâce à cette solution 12, vous serez en mesure de pouvoir encapsuler votre savoir en vue de le valoriser en le diffusant de façon beaucoup plus efficace. Donc, si aujourd'hui vous souhaitez booster vos ambassadeurs internes, porteurs de changement, si vous souhaitez sécuriser votre savoir-faire, si vous souhaitez valoriser votre organisation par ce capital immatériel qui est le savoir, eh bien dans ce cas, vous êtes prêt à vous transformer en organisation apprenante. Et puis, si vous souhaitez en savoir plus, eh bien 12 est là pour vous aider justement à aller plus loin et faire le dernier mètre de la conduite du changement. Merci. Merci à toi Jérôme. C'est mes pieds qui font de la musique, je sais pas en fait. Le prochain pitcher, ce n'est pas le Chicken Bacon Onion du McDonald's, c'est le Chief Business Officer de Greenphage, Pascal Penny. Où est-il? Où est-il? Ah bah je l'ai vexé avec ma blague, voilà. Voilà. Pascal Penny une fois, Pascal Penny 2 fois. Allez, peut-être qu'on le reverra à la fin
des pitchs. C'est dommage parce que j'étais vraiment fier de ma blague. Dommage. Allez, on passe aux pitchers d'après, quoi, si vous voulez. C'est Christophe Audouin, vice-président de Suez. S'il vous plaît, sous vos applaudissements. Alors Christophe, pas de slide à la rock'n'roll. Merci Mathias et bonjour à toutes et tous. Donc je ne suis pas vice-président de Suez, je suis le délégué territorial de Suez et je suis aussi le vice-président du pôle de compétitivité sur l'eau Aquavalais. Donc je vais vous parler d'eau. Et premier point, est-ce que vous avez vu que depuis 2022, 2023, 2024, nous avons eu des arrêtés d'économie d'eau qui demandaient de limiter sa consommation? Non, c'est bien. Deuxième question. À Toulouse, à votre avis, quelle est la principale source d'alimentation en eau sur l'agglomération de Toulouse? Alors deux bonnes réponses, enfin deux réponses fausses en fait, je suis désolé. La principale source d'alimentation en eau de l'agglo de Toulouse, c'est effectivement la Garonne. Et la deuxième source, c'est la montagne Noire qui amène sur l'est une partie des ressources. Mais la principale source d'alimentation en eau de Toulouse pendant les épisodes de sécheresse, c'est les Pyrénées. Parce qu'en fait, face à cette situation de crise sur l'eau des barrages des Pyrénées est repompée et renvoyée dans la Garonne, et ça représente à peu près 30 à 40% du débit qu'on peut voir dans la Garonne. Et cette adaptation, ces pompages, ce n'est pas les seuls. Parce qu'au moment où on se retrouve avec ces tensions sur la ressource en eau, il faut aussi alimenter en partie les barrages électriques, mais alimenter des canaux agricoles, alimenter un débit suffisant dans les rivières pour que les poissons et la faune puissent survivre, accessoirement laisser suffisamment d'eau dans la Garonne pour que les rejets nucléaires puissent se rejeter à une température inférieure à 29 degrés. Vous l'aurez compris, cette situation de tension sur l'eau, qui est quelque chose de nouveau pour nous, j'ai parlé de 2022, par contre ça va se poursuivre dans le temps, c'est une nouvelle ère sur notre façon de gérer l'eau. Alors, autre question, qui sait combien il ou elle consomme de litres d'eau dans une journée? Non? 150, j'ai entendu? Alors, en vrai, c'est 149, 150. Ça, c'est l'eau que vous utilisez chez vous, qui passe dans votre compteur d'eau et qui est facturée. Mais en fait, vous consommez 4900 litres par jour. Parce que c'est ce qu'on appelle l'eau virtuelle, en fait. Dans tous vos produits, services que vous consommez, il y a de l'eau qui est consommée. Et ce n'est pas forcément de l'eau que vous consommez chez vous, ça peut être de l'eau qui vient d'Afrique, d'autres pays, mais votre empreinte eau représente ce chiffre. Alors pourquoi je vous ai posé cette question? Parce que quand on est face à des tensions sur les ressources en eau, à des adaptations, il y a quelque chose qui est très important, c'est la mesure. La mesure et les données. Et c'est là où des enjeux du numérique viennent renforcer la gestion de l'eau et l'adaptation. Alors, ça c'est plutôt positif. Et c'est plutôt 3 minutes. Et c'est presque fini, mais en même temps, le numérique peut consommer énormément d'eau, et donc à vous de faire les deux chemins, d'économiser et d'utiliser efficacement le numérique. Merci Mathias. Merci Christophe. Ah, j'ai toujours scrupule à couper en plein milieu d'un pitch, je suis désolé. C'est pour garder le timing, j'ai pas le beau rôle, je sais, je tiens à ce que vous soyez le plus à l'aise possible, mais bon, je tiens aussi à finir à l'heure. On voit la consommation d'eau, et maintenant on va voir une future star de l'économie d'eau. Je vous demande d'accueillir et d'applaudir Simon Buoreau, le président cofondateur d'Ilia, s'il vous plaît. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi j'ai eu une chance énorme, c'est que Christophe juste avant vient de faire le début de mon pitch pour vous expliquer pourquoi c'est important d'économiser l'eau chez vous. Donc 150 litres, c'est en moyenne ce que chaque Français consomme. Mais est-ce que vous savez combien représente la douche sur ces 150 litres? S'il y a des réponses qui sont données, je suis désolé, je ne les entends pas. C'est 40% de notre consommation en moyenne. C'est entre 60 et 80 litres d'eau par douche. Donc à chaque fois que vous rentrez dans votre douche, vous avez à peu près 50, 60, 80 litres d'eau que vous utilisez. Chez Ilia, on a voulu se poser la question de comment on fait pour continuer à prendre des douches, parce que c'est un moment à la fois d'hygiène important et en même temps de plaisir, de détente, mais en ayant une consommation beaucoup plus responsable et beaucoup plus faible. On a deux solutions pour ça. La première, alors il paraît énorme sur l'écran, mais en fait c'est ce petit capteur. C'est un capteur qu'on installe dans sa douche et qui va nous mesurer et nous montrer combien on est en train de consommer. Alors il ne va jamais vous crier dessus, il ne va jamais couper l'eau, il ne va jamais couper la température de l'eau, mais il va vous dire, là vous avez consommé 20 litres, etc. Et par cette prise de conscience, vous pouvez être amené à du coup réduire votre consommation.
et il est connecté au Wi-Fi de votre maison ou de l'établissement dans lequel il est utilisé. Comme ça, on peut avoir un historique de sa consommation et suivre ses économies. Et ensuite, on a aussi inventé une douche cyclique. C'est le produit qui est sur la gauche, ou sur votre droite, du coup. C'est une douche qui permet de recycler l'eau. Comme ça, vous allez pouvoir passer autant de temps que vous voulez dans la douche en ne consommant que 5 litres d'eau. Alors, comment ça marche? Quand vous commencez votre douche, ça va être comme dans une douche normale. Vous allez prendre de l'eau sur le réseau, vous allez l'utiliser, elle va être évacuée. Comme ça, toute l'eau qui est la plus sale, qui est la plus chargée en polluants, en savon, shampoing, etc., elle n'est pas recyclée. Par contre, une fois que vous avez terminé cette phase d'hygiène et que vous voulez continuer à rester dans la douche pour profiter de l'eau qui coule, vous détendre après une journée de travail ou une séance de sport, vous activez un mode cyclique. L'eau n'est plus évacuée, elle est récupérée, filtrée, désinfectée, réchauffée pour rester à une température confortable et renvoyée à l'utilisateur. Et donc là, votre douche dure 10, 20, 30, 1 heure, 30 minutes, 1 heure. Vous ne consommez que 5 litres d'eau et vous faites aussi des économies d'énergie parce que l'eau que vous réutilisez, c'est de l'eau encore chaude. Donc elle est maintenue en température, mais ça consomme moins d'énergie que de la chauffer dans son ballon d'eau chaude. Donc c'est deux solutions, une sur la sensibilisation, une autre sur le recyclage de l'eau qui permettent de réduire sa consommation dans la douche, de réduire son empreinte environnementale. C'est à la fois à destination des particuliers, parce que tous chez vous, vous avez une douche et vous l'utilisez régulièrement, mais c'est aussi à destination des entreprises, des bailleurs sociaux, des hôtels, des campings, des salles de sport, et même des entreprises qui ont des douches dans leurs locaux. En fait, partout où il y a des douches et on peut être amené à réduire cette consommation, vous avez ici deux solutions toulousaines. Pour le capteur ILO, il est même fabriqué dans un ESAT à Colomiers, donc solution locale, économe en eau et en énergie. Merci. Et merci beaucoup Simon. Consommer local, même pour la technologie, surtout pour la technologie. Et on va continuer dans le hardware avec le prochain pitcher, Mohamed Haitel Hadj, le président de Clicklight. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. Oh, il y a une fanbase. Bienvenue Mohamed. Eh ben je te l'amène avec plaisir. Oui, je fais un peu tout sur la scène de Meet the Big. Hop là. Mohamed, la salle est à toi. Je ne suis pas venu les mains vides. Bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Mohamed, je suis le dirigeant de la société Roadlight et je pense que parmi vous, il y a un bon nombre de personnes qui, au moins une fois dans leur vie, sont venues au travail à moto, vélo, trottinette, scooter. Comme vous le savez, votre carrosserie, c'est le corps. Et la moto, le vélo, la trottinette, c'est très dangereux. Donc pour la grande problématique qu'on essaie de résoudre, pour les cyclistes et les motocyclistes, c'est le manque de visibilité des utilisateurs de deux roues. Et pour ça, on a développé un équipement de sécurité lumineux qui s'appelle Clicklight. Donc c'est en 3 parties. Donc j'ai un module lumineux qui va se scratcher sur un sac à dos, sur une veste, sur un harnais, et une petite télécommande qui a 2 fonctions. La première, je peux la clipser sur n'importe quel guidon de vélo, trottinette grâce à un adaptateur, et je peux la connecter à n'importe quel feu et clignotant arrière d'une moto, scooter, quad. L'intérêt pour les utilisateurs de cycle, c'est d'arrêter d'indiquer les changements de direction avec le bras, de garder ses 2 mains sur le guidon et d'éviter une perte de contrôle, voire une chute. Et pour les utilisateurs de motocycle, c'est de surélever le feu stop dans le champ de vision de ceux qui vous suivent, comme le 3e feu stop automobile. Donc, le Clicklight, c'est en 3 parties. Vous avez le module lumineux, la télécommande, le harnais. On peut aussi le fixer sur un sac à dos entièrement réfléchissant. Donc, nous, on a un stock de 2500 pièces qui arrive pour le mois de novembre. On fait une grosse promotion sur notre site internet, donc allez le visiter juste après mon pitch. Aujourd'hui, on en est au stade de la production. On a signé un partenariat avec Deliveroo. Donc, on va lancer une grosse campagne de communication à partir du mois de novembre. Je m'adresse aux big. Vous avez sûrement beaucoup de salariés qui viennent travailler à moto, vélo, trottinette, scooter. On fait une super promo pour eux. Donc, n'hésitez pas à me contacter juste après. Et le projet Clicklight, ça fait officiellement 7 ans que je suis à la tête de la société Roadlight et officieusement 20 ans. Donc, je vis une aventure extraordinaire. On est détenteur de plusieurs brevets. On a plusieurs innovations à venir pour le futur qui vont continuer à réduire les risques d'accident pour les utilisateurs de cycles et motocycles. Et aujourd'hui, pour moi, ça me fait plaisir d'être ici pour vous présenter le projet Clicklight. Et s'il y en a qui sont intéressés pour être équipés avec notre produit, n'hésitez pas, parce qu'au mois de décembre, on va lancer un tout nouveau business model qui va permettre de transformer tous nos clients en commerciaux et vous allez pouvoir gagner de l'argent en roulant et en utilisant le Clicklight. Merci à tous. Et merci beaucoup Mohamed pour la démonstration. Il y avait le prix. Incroyable, moi j'ai rien à dire. Je sais qu'il y a des preuves ici. Et si vous voulez revoir la vidéo, encore plus en haute définition, sur le YouTube de la mêlée, post-événement. Est-ce que le prochain pitcher va me détester?
puisqu'il m'a dit, il y a eu un changement de pitcher, ça arrive souvent dans l'organisation. Et là, je me demande, est-ce que j'ai mis son nom sur la prochaine slide? En plus, c'est un big. Je sais qu'il s'appelle Franck Barrault, je sais qu'il me regarde. Et oui, j'ai changé la slide, vous pouvez m'applaudir s'il vous plaît. Mais surtout Franck Barrault, conseiller entreprise à France Travail. Merci beaucoup. Yes. Merci de ne pas avoir oublié mon prénom et mon nom. Première chose. Bonjour à toutes et tous. Je vais vous parler de France Travail. D'abord en vous donnant quelques données. France Travail, c'est 55 000 salariés. C'est plus d'1 million d'offres d'emploi diffusées sur notre site internet. Et c'est, je le dis et je le répète, c'est la plus grande banque de profils de France. C'est aussi plus de 400 000 entreprises qui nous font confiance de manière régulière et au quotidien. Alors vous êtes une start-up, vous avez un produit, une solution en lien avec l'emploi, la formation, l'orientation, voire même la création d'entreprise. Notre plateforme francetravail.io peut vous être d'une grande utilité. Comment utiliser cette plateforme? De deux manières. La première, c'est en vous faisant référencer et en utilisant notre outil, je crois qu'il est quelque part par là, Novus. Vous faire référencer peut vous permettre de retrouver votre solution utilisée par France Travail ou bien le réseau de l'emploi en interne. Cela peut également vous permettre de voir, comme Willby, votre solution publiée sur notre plateforme Emploi Store. Alors vous ne connaissez peut-être pas Emploi Store, c'est une plateforme qui regroupe un certain nombre de solutions, environ 200, pour les demandeurs d'emploi. Emploi Store, c'est environ 700 000 vues par mois, et c'est l'ensemble de nos collaborateurs en agence qui orientent les demandeurs d'emploi vers cette plateforme, puisqu'ils y retrouvent des informations sur l'orientation, le recrutement, etc. Donc c'est un vrai moyen de donner de la visibilité à vos solutions. La deuxième manière d'utiliser IO, c'est d'utiliser nos données. Nous mettons à votre disposition en open data un certain nombre de données que vous pouvez utiliser pour enrichir vos solutions et nous aider à continuer à proposer des produits à forte valeur ajoutée pour l'ensemble de nos utilisateurs, entreprises, demandeurs d'emploi et autres. Pour cela, on met à votre disposition des outils d'IA. On met également un catalogue d'API d'environ une trentaine d'API avec, entre autres, notre API la plus importante, l'API Offre, qui peut vous permettre de récupérer un grand nombre de données sur le million d'offres d'emploi dont je vous parlais en préambule. Et puis également l'API que vous connaissez peut-être aussi, qui s'appelle La Bonne Boîte, qui vous donne des informations sur les entreprises avec le plus fort probabilité de recrutement dans les 6 mois. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Simplement nous rejoindre notre écosystème, en utilisant notre plateforme pour booster vos solutions. Merci. Merci beaucoup Franck. Et je suis content de m'être adapté et surtout de ne pas te décevoir. Je suis content. Allez, on approche de la fin de la deuxième mi-temps de Meet the Big. Donc on va faire du big, du start-up, du big, du start-up, pour votre plus grand plaisir bien entendu. Enchaînons tout de suite avec Nordine Zitouni, responsable commercial de Synapse Développement, sous vos applaudissements bien entendu. Comme il vient de loin, faut applaudir fort pour qu'il accélère. Non, ne te presse pas non plus. Et il prend l'entrée cascadeur, mais incroyable, incroyable. Ah oui, bah bon, ça va. Bonjour à tous. Donc je représente la société Synapse, éditeur toulousain spécialisé en intelligence artificielle depuis plus de 30 ans. Une particularité qui nous marque, c'est qu'on est orienté vers les métiers de la relation client. On intervient surtout, nos expertises se concentrent sur l'accompagnement des entreprises désireuses d'optimiser l'interaction client au travers des avancées technologiques et notamment de l'IA générative. Et de ce fait, ça fait plus de 30 ans qu'on exerce dans cette activité, on touche du doigt la quête qui est la nôtre, à savoir de délivrer des outils pour les collaborateurs, donc toujours en interaction forte avec le client, qui permet de booster à la fois 3 axes essentiels qui sont le bien-être au travail, qui vont être la confiance, et enfin, et surtout aussi, la productivité. Alors, on parle tous d'IA générative, donc tout le monde sait plus ou moins le concept en lui-même, ce qu'il représente, mais face à cette révolution, on a pu constater que beaucoup d'entre nous avaient l'idée que effectivement l'IA ou les solutions d'IA étaient une simple solution clé en main. C'est loin d'être la réalité. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est nécessaire de contraindre cette technologie pour qu'elle puisse répondre donc à des tâches. Donc on n'oublie pas qu'on parle d'algorithme, on parle d'une machine, et en aucun cas de se substituer donc à l'être humain. Et de ce fait, aujourd'hui, nous, Synapse, on va vraiment mettre l'accent sur cet accompagnement qui va permettre, sans rentrer dans des concepts trop compliqués, mettre en place des garde-fous
au travers de ce qu'on appelle la gestion du non-déterminisme, qui est liée à l'IA purement, et qui permet d'éviter ce qu'on appelle les hallucinations. Lorsqu'on produit, et ceci, on va l'illustrer à travers une solution phare qui est la nôtre, qui est Dearbot, c'est un agent conversationnel de nouvelle génération, qui illustre là aussi notre maîtrise technologique, mais aussi notre capacité à produire des projets avec une réussite au bout. Et on s'est aperçu, on a fait un constat sur l'année qui s'est écoulée, 2023, qu'on a eu affaire à beaucoup d'idées qui malheureusement ne sont pas traduites par des projets parce que très éloignés des métiers. Le deuxième constat, c'est que tout simplement, il y a aussi une mauvaise connaissance des IA génératives au pluriel. Et enfin, le troisième constat, et depuis peu, c'est aussi ce changement de paradigme au niveau des entreprises qui prennent vraiment conscience qu'il y a un gain significatif, un gain produit par l'utilisation des IA génératives. Donc, la solution, ou comment on relève, nous, Synapse, ces défis, c'est cet accompagnement fort que je vous ai souligné tout à l'heure avec nos clients, afin de, justement, étape par étape, atteindre la réussite de ce projet à travers deux notions fortes que j'ai citées, c'est-à-dire être capable de pouvoir les accompagner sur une réalité métier qui répond à des exigences technologiques et non pas l'inverse. Voilà. Merci beaucoup Nordine. Ah, le signal sonore. Et voilà, la sortie cascadeur. Attention, je vous l'ai dit, cette sortie est dangereuse. Je vais vous proposer d'accueillir et d'applaudir notre prochain pitcher, Mathieu Morel, le cofondateur de Primo Conciergerie, s'il vous plaît. En plus, il nous vient de loin. Bienvenue Mathieu. Mathias, bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, Primo Conciergerie, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous connaissez la conciergerie immobilière à main levée? Qui a pris un Airbnb en venant ici? Ou un hôtel? Ok. La conciergerie immobilière, en fait, on accompagne donc des biens immobiliers, donc des résidences secondaires principales, dans la gestion locative. C'est-à-dire qu'on va accompagner un propriétaire, il nous donne les clés, on gère de A à Z. Mais nous, en fait, avec Primo Conciergerie, on accompagne surtout aussi le voyageur dans l'expérience du voyageur. C'est-à-dire, au même titre qu'un concierge d'un hôtel 5 étoiles, mais dans un logement haut de gamme. Donc, on accompagne du studio au château. On est venu ici il y a 1 an. En fait, on a pitché au tout début. On s'est créé il y a 2 ans en septembre 2022. Et en fait, on est venu il y a 1 an. On avait 3 conciergeries, dont 15 en lancement. Aujourd'hui, on a 80 conciergeries. On a numéro 1 français sur la location haut de gamme, sur la conciergerie immobilière haut de gamme en France. Et on continue notre développement. On a effectué une première levée de fonds en fin d'année dernière avec BR Partner qui nous accompagne ici et qui est donc partenaire de l'événement. Et puis on effectue une deuxième levée de fonds pour continuer d'accélérer notre croissance. Et pourquoi? Parce qu'en fait, on fait appel à plein d'outils numériques. On a développé notre propre livret d'accueil numérique en 10 langues avec un chatbot qui interagit directement et qui parle en plusieurs langues. On a effectué également d'autres logiciels comme un City Learning, plein de choses, plein d'outils qui accompagnent justement nos licenciés. Oui, en fait, on a 80 conciergeries, mais ce sont des franchises. La même chose que une licence de marque, c'est comme la franchise. Chacun monte son agence et on les accompagne avec des outils numériques pour que eux, en tant qu'humains, soient au plus proche de leurs propriétaires et de leurs voyageurs. Et la deuxième levée de fonds, elle a pour but unique en fait, de développer une plateforme de réservation en ligne à la même hauteur, et j'insiste, que la technologie d'un Airbnb. C'est-à-dire qu'on va les accompagner sur la gestion des flux financiers, la gestion également de la taxe de séjour, ce que Airbnb Booking ne savent pas faire aujourd'hui. Et puis, on accompagne aussi avec un système d'assurance. Concrètement, cette plateforme sera et a pour but d'être le leader national de la location haut de gamme en France. Et vous, en tant que voyageur, vous pourrez réserver en 3 clics très rapidement, sans assurance, et le propriétaire sera également assuré. L'objectif, c'est 340 conciergeries d'ici fin 2027. Et on est dans les clous, on est même un peu en avance sur nos objectifs, donc on espère closer rapidement la levée de fonds puisqu'on est en cours. Voilà, merci. Merci beaucoup Mathieu. Ce qui fait dire passe par là parce que là c'est la sortie un peu dangereuse avec les fils. Ce qui fait une super transition puisqu'on a un barcamp financement cet après-midi. Donc si vous êtes en recherche de fonds, de prêts d'honneur, de capital risque, de subventions, ça se passera juste après Meet the Big, mais juste après la keynote de Benjamin Chemla qui sera juste après Meet the Big. C'est absolument pas clair, vous en conviendrez. Alors, écoutez, pour conclure avec un big, et puis on reviendra sur une start-up juste après, je vous demande, parce qu'il vient de Bruxelles et demain il part à Milan, d'accueillir et d'applaudir Emmanuel Kahn, Healthcare Field Director de Dell Technologies, s'il vous plaît. Benvenuti. Big. Bonjour à tous, ça fait très plaisir de voir la moyenne d'âge de cette salle. Et justement, pour une entreprise comme Dell, c'est pas évident de se renouveler, d'avoir cet esprit d'entrepreneuriat. C'est pour ça que Michael Dell, en 2013, a décidé de sortir de la bourse, racheter ses actions
Et il aimait dire que Dell était la plus grosse start-up du monde à l'époque. Et suite à cette expérience-là, il a voulu créer une initiative qui s'appelle Dell for Startup et qui est à double titre. La première, c'est évidemment de commencer à discuter avec des entreprises au plus tôt de leur développement, mais aussi pour insuffler l'esprit entrepreneurial sur des salariés qui, noyés sur les process d'une boîte internationale et une boîte de la taille de Dell, avaient perdu un petit peu cet esprit-là, cet esprit d'entreprendre. C'est pour ça que je suis le co-lead sur le site de Montpellier de ce programme Dell for Startup qui a la vocation justement d'aider l'écosystème avec la mise à disposition de ressources, d'expertise d'une boîte internationale, donc marketing, RH, commerce, écosystème. Et quand je parle d'écosystème, c'est notre écosystème de revendeurs, channel, mais aussi hébergeurs de données. Beaucoup de startups sont justement, on a entendu tout à l'heure avec OVH, cette problématique de comment je vais héberger mon application, comment je vais démarrer mon business. Nous, justement, on a un écosystème d'hébergeurs partout en France, même partout dans le monde, pour pouvoir aider à cette mise à l'échelle et cette accélération. On va chercher justement la start-up qui a un certain niveau de maturité, qui va être capable de pouvoir dire bon, voilà mon produit, voilà mon go-to-market, voilà comment je vais pouvoir aller sur le marché et exister, on va dire, sur d'abord le marché français. Mais je l'ai entendu, il faut penser international. On est une boîte internationale, on est là pour vous accompagner par rapport à ça. Mon autre casquette, c'est la partie healthcare, donc c'est la partie santé. Parce que chez nous, chaque fois que je parle de Dell, on me parle du dernier PC qu'on a acheté pour son proche. On vend des PC, oui, c'est vrai, on ne fait pas que ça. On est le premier constructeur informatique. On a à peu près 70% de part de marché dans le monde de la santé. C'est celui que je connais, je ne donne pas les chiffres dans les autres domaines. Mais sur ce que l'on fait dans le monde de la santé, on le fait aussi dans le retail, on le fait aussi dans l'industrie. On a des verticaux métiers pour avoir cette expertise-là métier. C'est par exemple ce que l'on fait avec l'Institut Gustave Roussy, où on travaille avec eux sur des plateformes de calcul avec NVIDIA pour des jumeaux numériques. On va très loin dans l'intégration de ces projets-là. Donc on est depuis la recherche fondamentale jusqu'à évidemment l'émergence vers des startups et le développement à l'international de ces structures-là. Déjà 3 minutes ouais, ça passe Je viens vite. de commencer. Eh oui, je sais. C'est pas dur. Bon, en tout cas, pensez à Dell. On peut vous accompagner. On est un acteur local, même si on est une boîte internationale. On a un site sur Montpellier et je suis ravi de pouvoir discuter avec vous. Merci beaucoup Emmanuel Kahn. Je t'en prie, la sortie Secure. Session de rattrapage. On avait une start-up qui ne pouvait pas arriver à l'heure ce matin. Je lui propose de passer à Anupam. Est-ce que tu es-tu là, ça ne veut rien dire. Eh, mon Pavlov ne marche plus. Je ne sais pas si la régie... Ah oui, excusez-moi, vous changez. Ah voilà. Est-ce que Anupam, tu es là pour pitcher? Merci d'accueillir et d'applaudir pour un pitch rapide. Anupam de Kido, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je m'appelle Anupam Kundu de Kido et pairs séparés des jeunes enfants. Je suis également indien d'origine, américain de citoyen, et j'Occitanie 5 ans. Nous avons lancé dernière année et on compte maintenant 500 utilisateurs par mois actifs. On a gagné plusieurs prix, on a mentionné beaucoup de médias et on est aussi convaincu une association pour médiation familiale à Paris pour utiliser Kido pour rendez-vous. Et on est aussi pour 7 mois des startups du mois et les Pepti Tech. C'est pourquoi j'ai besoin de pitcher ici. Parce que dans le dernier 1 an, on a essayé de travailler avec grandes entreprises pour présenter Kido comme pour les salariés. Et on n'est jamais arrivé à ça. Mathias m'a dit qu'il y a beaucoup de grandes entreprises ici et beaucoup de salariés qui sont divorcés ou séparés. Notre statistique, c'est 30% dans l'entreprise qui est séparée ou divorcée avec les enfants. Et on a présenté une complète. Et si vous avez ici, vous nous aidez à présenter avec votre DRH aussi. Et on a créé une politique parentale qui trans votre salarié. Vos salariés. Merci à tous pour écouter moi avec patience. Je suis disponible pour les questions et la plus d'informations. Et merci beaucoup Anupam. Et comme promis, un petit pitch rapide. Attends, je t'invite à sortir par là. C'est plus Secure, mesdames et messieurs, c'est la fin de Meet the Big. Merci à toutes les startups et les bigs, vous pouvez tous les applaudir. Mais avant ça, parce que quand on tombe de cheval, on remonte en scène, j'ai 3 questions à te poser. Viens mon ami, viens avec moi. Tu vas voir, c'est facile. En plus, tu connais les réponses mieux que quiconque. Fadi, c'est quoi Smaco Group en une phrase? Tu peux me dire?
réduire le turnover dans les entreprises. Bah, c'est parfait, ça s'adresse à qui? Les boîtes de consulting notamment, les grands groupes et TPE. Et ça coûte combien? Pas cher. Ben voilà, tout est dit, merci. Quand on tombe de cheval, on remonte en scène. Merci à toutes et à tous.